Bienvenue pour ce nouvel épisode de Cascade 2024. Ce podcast s'adresse à tous ceux qui sont passionnés et qui jouent à Dead Genesis. On part du principe que les livres ont été lus et donc il n'y a pas d'explication de chaque concept qui va être utilisé. La conversation peut fuser. Donc si tu n'as pas lu les livres de Dead Genesis, ça peut être un peu difficile à suivre potentiellement. Et chose importante à retenir, je le répète 2 fois d'affilée, cela peut également contenir des spoilers. Te voilà prévenu. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. On se retrouve pour l'épisode 2 du podcast Dead Genesis Cascade 2024. En compagnie de Katsu et Vertigo cette fois-ci, donc 2 nouvelles personnes, 2 nouveaux MJ et joueurs de Dead Genesis. Je vous invite à vous présenter rapidement les gars, en commençant par Katsu. Katsu, qui es-tu ? Eh bien, moi je suis MJ de Genesis, comme Vertigo. Joueur, lecteur, j'ai découvert des Genesis il y a 2 ans à peu près. Ah, c'est récent. Début d'année 2022, j'ai commencé à lire. Je suis tombé tout de suite amoureux des dessins de Genesis, de l'univers, tout ça. Il m'a fallu 1 an pour me sentir prêt pour commencer vraiment marteler mes joueurs de campagne. J'en suis à 4 campagnes différentes, dont une où je suis joueur, 3 où j'ai été MJ. J'en ai actuellement 2. Et voilà, j'ai lu à peu près tous les livres qui étaient disponibles, même la première édition. Donc, je suis pas un vieux joueur, je suis récent et j'espère avoir quand même de bons conseils à donner à ceux qui nous écoutent. Alright. Et moi, du coup, c'est Vertigo. Je suis un ancien joueur de Dead Genesis, puisque j'ai découvert la gamme pendant la sortie de The Killing Game. Il n'y avait même pas eu le Covid, c'était même pas encore la mode. Et j'ai fait une table qui a fait une grande partie de la trilogie, puisque des déménagements ont rompu la table qui était une table physique. Donc je suis un MJ maintenant, principalement j'ai 3 tables, j'essaye de faire jouer un peu de tout, et j'ai fait des belles réussites et j'ai fait aussi des belles erreurs dans ma carrière pour introduire des Genesis à des joueurs, donc je pense qu'on aura une discussion qui sera ma foi agréable. Tu m'as fait rire avec avant que ce soit la mode, parce que je l'avais pas compris dans le bon sens. Genre, je croyais avant que ce soit la mode, le Covid, tu vois. Et je pense que tu voulais dire la mode de faire du jeu de rôle à distance, blablabla. Bref. Oui, clairement, on faisait pas de jeu de rôle à distance à ce moment-là. Ok. Et ben du coup, pour changer un peu de l'épisode 1, c'était un peu une intro, c'était sympathique. Ça partait dans tous les sens, il y en aura peut-être d'autres des comme ça, mais cette fois-ci on a un sujet un peu plus précis. L'idée c'est c'est de donner des conseils à ceux qui ils ont des Genesis et tout, et ils l'ont lu, ils ont peut-être joué, tout ça, mais qui veulent en gros se lancer en tant que MJ, quoi, qui l'ont pas encore fait, ou qui l'ont fait de manière disparate, qui voudraient s'y remettre. Donc on va essayer de vous partager déjà si vous en avez des conseils un peu généraux, spécifiques à des Genesis, mais globaux, on va dire. Pas pour jouer telle campagne, pour jouer tel truc, machin. Il y aura d'autres épisodes pour ça peut-être plus tard. Et aussi vous partager des starters un peu, genre des one-shots, des situations qui sont simples à mettre en place, genre qui prennent un tout petit bout de l'univers, qui peuvent être joués sur une soirée et être quand même palpitants, tout ça. Donc ça va être un peu ça le sujet de ce soir. Et du coup, Katsu, je sais pas si tu veux commencer sur des petits conseils, si t'as des trucs pour des Genesis, nous t'écoutons. Alors, des Genesis, on a la chance, nous MJ, d'avoir Catharsis, le chapitre 11. Je trouve que les MJ ne lisent pas assez ce fameux chapitre 11. Donc, le contexte, le chapitre 11 explique en long et en large, en travers, comment un MJ peut construire sa campagne, une aventure, un one-shot. Et en fait, il y a des conseils pour l'univers de Genesis, mais pas que. Soit c'est des conseils qui sont un peu globaux. Donc, mon premier conseil à donner aux nouveaux MJ qui souhaitent faire jouer du Genesis, c'est de relire ce fameux chapitre 11, parce que du coup là on va vous donner des exemples des petits starters de scénarios, de one shot et tout, qui nous sont propres à nous, mais à l'intérieur déjà de ce chapitre 11 vous en trouvez déjà. Donc c'est déjà incroyable, une mine d'or franchement d'informations pour commencer. Avec la distinction sur les différentes scènes qu'on peut mettre
dans votre scénario et tout. C'est vraiment une mine d'or. Non. Si jamais il faut aussi définir, est-ce que vous allez utiliser le système du jeu, donc Catharsis. Il fait débat, certains adorent, certains n'aiment pas trop. Décidez-vous tout de suite en lisant les règles si vous kiffez ou pas. Peut-être vous pouvez tester un petit peu pour quelques séances, puis après décider si oui ou non. Et si vous décidez de le prendre, assurez-vous d'avoir bien compris pour éviter de sortir le livre toutes les 5 secondes pendant la partie. Voilà, donc pour moi, c'est pour ça que j'ai pris 1 an d'ailleurs à me sentir prêt pour faire une campagne, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de règles. Donc si on n'utilise pas un système de règles simplifié, ça peut être difficile. Après, tu as l'écran du MJ qui, pour le coup, avait le gros avantage d'avoir beaucoup de règles résumées. Il était pas si mal cet écran du MJ de mémoire. Quand j'avais une table physique, je m'en servais un petit peu, puis il était pas mal pour une petite prise de notes, et les règles, elles sont pas si déconnantes non plus, elles sont pas extrêmement dures. Moi, le premier truc qu'il faudrait dire aux MJ qui osent pas se lancer et qui veulent y aller, c'est de pas se... Peut-être que tu as eu ça, moi j'ai vraiment eu ça assez sincèrement, à un moment je me sentais pas légitime, je me sentais quasiment écrasé devant l'œuvre, quoi. Je me disais, mais si t'imagines si je dis un truc qui est pas vrai, Ouais. Et au final, je me retrouve à être MJ alors que, honte à moi, j'ai pas lu Black Atlantic, parce que j'attends toujours le possible retour de ma table IRL avec mon MJ qui m'a fait découvrir. Je me dis, comme ça, j'aurai un peu de surprise pour ce qui me reste, parce que je connais quand même pas mal, la fin de la trilogie, mais je me dis des fois que j'aurai toujours une petite saveur un peu nouvelle. Et puis voilà, si là dans les campagnes que je fais, je dis une bêtise par rapport à un truc qui est dans Black Atlantic, tant pis. On aura vécu de beaux moments avec mes joueurs, et puis ils m'en voudront pas si on dit une bêtise. Faut pas non plus se prendre la tête outre mesure avec ça, quoi. Un truc que je voulais dire, après je te lance la balle, Katsu. Quand je vous écoutais là, c'est que par rapport justement à l'écran du MJ et tout, c'est que peut-être que vous écoutez et vous avez pas le matériel, parce que c'est plus à l'impression. Et donc, Oui. pour rappel, quand même vite fait, tout est gratos en anglais sur le site pas de Six More Vodka, mais de Genesis pour le coup. Et en français, tout est accessible sur DriveThru RPG chez Edge en PDF. Donc ça, c'est une chose. Et après, si vous jouez alors je sais pas si, peut-être que vous saurez me dire juste après s'il y a possibilité d'imprimer l'écran du MJ. Ah oui, bien sûr. Ok. Et après, Bien il sûr. y a aussi la possibilité de jouer sur Foundry. Et je pense que si vous jouez avec le système et à distance, vous devez vous servir de Foundry, non? Ouais. Exactement, oui. Ouais. Exactement. Totalement. Et du coup, c'est pour facile avec enchaîner Foundry, Oui, c'est facile avec Foundry. D'ailleurs, merci à Greedy Jack de continuer à le mettre à jour. les Mais je travaux, voulais ouais. enchaîner sur l'écran du MJ. Alors, il y a énormément de ressources qui ont été faites par les fans et qui aident énormément le travail du MJ. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait sans eux, franchement. Donc, il y a un site qui s'appelle Degenesis Cluster, qui est un site de fans. Je sais pas si on pourrait le mettre en description de la vidéo, parce que c'est tellement un site important où il y a tellement de ressources à l'intérieur. Je pense que c'est primordial. Allez là-bas, vous trouverez, donc c'est en français et en anglais, vous trouverez des outils de MJ qui permettent de générer des noms de personnages en fonction de leur culte, de leur genre, mais également de créer des clans, créer des PNJ ou carrément avoir des événements aléatoires. Et vous pouvez également télécharger des scénarios, des maps, des cartes faites par les fans, des suppléments, bref, il y a de tout, franchement. Et c'est une mine d'or. Foncez là-bas, explorez, cliquez sur les différents trucs, amusez-vous un peu, et voilà. Alors, Exactement. Ouais. tout à l'heure, tu disais un truc que je trouvais intéressant, Vertigo, sur le côté d'être un peu impressionné par le lore, etc., et le bouquin, et de se dire est-ce que je dois tout lire et tout. Un truc tout bête que j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais qu'il faut rappeler aussi, c'est que en fait, il y a des gens qui ont commencé à jouer à Genesis avant même que The Killing Game, Black Atlantic, Justician et tout ça sorte. Donc en fait, ces gens-là, ils ont potentiellement péter des bouts de lore ou inventer des trucs ou j'en sais rien, ou peut-être ou pas, parce qu'il y a une autre approche qui est de justement pas tellement jouer autour du métaplot, en fait, tout simplement, parce qu'il y a déjà plein d'autres trucs à jouer que ça. Donc faut pas, je pense qu'il faut pas trop sacraliser le truc. Au pire, en fait, si tu commences à péter un bout de l'univers avec un groupe,
tu vois, je dis n'importe quoi, tu te rends compte a posteriori, oulala, j'ai dit n'importe quoi et tout, et que c'est vraiment hyper important, bon bah c'est pas grave. Avec ce groupe-là, tu continues sur ce sur quoi t'étais parti, et toutes les ressources certes à inspirer la suite, etc. Puis tu peux avoir un autre groupe à côté où là tu repars et cette fois-ci avec la version plus officielle du canon. Bon après tu vois, faut pas se mélanger les pinceaux, mais il y a pas mort d'homme quoi. En fait c'est du jeu de rôle. Exactement. Totalement. Exactement. D'ailleurs, j'ai un exemple tout con. Dans une campagne que j'ai fait en sorte qu'il y ait un PJ qui soit né d'une femme qui s'est fait inséminer par un homodégénésis. Et c'est pas une semaine plus tard qu'il y a quelqu'un qui parle de manière random dans le serveur et qui dit ah ouais, en fait, les homodégénistes sont stériles, ils peuvent pas avoir d'enfants. Et j'étais en mode quoi? Merde! Merde! Ouais, bah tant pis, voilà, toi t'as une variante où ça peut se passer, puis c'est tout. Ouais, voilà. Et du coup, je leur ai dit, j'ai fait, ouais, les gars, j'ai fait une connerie et tout, on va garder ça, mais sachez que normalement, c'est pas le cas, et voilà. Ouais. Dans les futures campagnes, ce sera sûrement pas le cas. Voilà. Mais Même il y a pas. dans la trilogie, les PNJ, bah, ça se remplace, ça se recrée. Oui, ça se voilà, modifie. ouais, exactement. Ouais. Je suis d'accord avec Vertigo, faut pas être rigide sur le métaplot. Et d'ailleurs, pour moi, d'abord, il faut se concentrer sur faire réussir une aventure, un scénario, une première une accroche, ouais, où il y a rien en fait de métaplot, ou un petit peu comme ça, sous une petite, voilà, c'est le sel et le poivre du plat, quoi. Mais il faut pas que ce soit le plat en lui-même, quoi. Je sais pas si ma métaphore était. Je pense que tu peux jouer des milliers d'heures de Genesis sans mettre un pied dans un endroit qui concerne le métaplot, qui concerne la trilogie, et ça sera quand même très très bien. Et il y a plein de secrets, il y a plein de tiroirs à ouvrir partout. Hein. Ok. Au niveau des petits conseils et tout, est-ce que vous avez... alors moi, pour le coup, ça m'intéresse... Enfin, je joue pas du tout avec le système Catharsis, même si j'ai testé un petit peu. Okay. Mais et on va pas s'étendre hyper longtemps là-dessus parce que, enfin, tu vois, il faudrait tout réexpliquer la base, je sais pas quoi. Enfin, on va pas faire un tuto Catharsis. Mais est-ce que vous avez, voilà, genre 2-3 petits conseils, par exemple, pour ceux qui veulent utiliser le système. Genre, tu vois, vraiment les pitfalls, tu vois, genre les trucs. Si tu le sais avant de commencer à jouer, tu peux rapidement éviter 2-3 erreurs, j'en sais rien, tu vois. Moi, j'utilise une légère variation, mais très légère. Vraiment, je garde la plupart des règles, sauf l'encombrement, que j'ai adouci vachement, où je le fais juste à la logique, quoi. T'as des objets... oui, si à un moment tu fais une rando et que tu as un sac à dos, bah, c'est lourd, donc je peux te nerf un peu ta vitesse et pourquoi pas, mais l'encombrement, je le trouve un peu trop. Le couteau qui prend une place d'encombrement, bon, c'est un peu dur quand même. Donc ça, je l'ai un peu baissé. Et autrement, moi, j'aurais tendance à conseiller au nouveau MJ de ne pas hésiter à rappeler aux joueurs qui peuvent dépenser de l'ego, parce que je trouve que c'est un tel plaisir d'avoir ce petit stress sur la gestion d'ego, de dire j'ai dépensé une ressource, quand je l'ai plus, je suis quand même en train de tomber dans les pommes, quoi. Donc c'est une ressource qui est aussi importante. Ah, on va pouvoir de temps en temps, c'est assez rare, mais on va quand même pouvoir me taper un peu dessus, donc peut-être qu'il faut que j'en ai. Mais en même temps, je vais vouloir sauver des situations désespérées avec des 3 d'ego pour me sauver. L'ego, je trouve que c'est un sel qui est assez savoureux dans les mécaniques de Genesis, et la réactivité qui moi, je la lance à chaque tour et je la fais lancer à mes PJ. Pour le coup, ils ont l'air de bien aimer parce que il y a du gambling, quoi. C'est à chaque fois, il y a un petit côté combien d'actions j'ai, est-ce que je vais réussir à choper les 2 actions. Ça crée un petit piment au début de chaque ronde. Donc même si c'est un peu long, côté MJ, je conseille de faire des pré-tirés, ou juste même d'intercaler, faire un truc un peu random où t'intercales, tu donnes du sens au fight et c'est tout. Mais laisser les PJ tirer leur réactivité, ça peut donner une petite joie ou une petite tristesse en plus qui est souvent pas négligée, quoi. Autrement, les règles de base sont correctes. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Personnellement, je rappellerai juste quelques petits trucs, notamment le fait que si vous téléchargez la version française si vous avez les livres français et le PDF en français, il faut savoir que l'errata n'a pas eu lieu. Il y a certaines mécaniques de jeu de Catharsis qui ne font pas sens dans le livre français. Et donc j'ai vite fait en parler de certains. Mais renseignez-vous sur le Discord par exemple des Genesis, vous demandez dans le channel français et on vous donnera tout. Mais juste pour dire comme ça, par exemple, j'avais un joueur qui voulait faire en sorte de superposer des armures. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu ajoutes juste des armures? Bah non, c'est capé à 4. Voilà, si jamais vous demandez. Le maximum de dés, n'oubliez pas que c'est 12. Si quelqu'un, un de vos PNJ ou un joueur arrive à plus que 12 dés, les dés supplémentaires deviennent des succès automatiques. C'est important à se rappeler.
On peut avoir plusieurs actions, comme l'a dit Vertigo. Sur le jet d'initiative, chaque paire de 6 donne une action en plus. Mais c'est bien chaque paire de 6. Ça veut pas dire que le maximum d'actions, c'est 2. Si vous faites 4, 6, et ben vous avez 3 actions pendant votre tour. Il y a certains potentiels d'ailleurs qui permettent de faire en sorte que ça soit plus rapide que ça. Enfin, plus facile à faire que ça. Pour l'encombrement, je suis d'accord avec Vertigo, c'est assez chaud sur table en présentiel. Je trouve que sur Foundry, ça va, c'est facile. Même si du coup ça demande à vos joueurs de tous maxer leur force. Demandez-vous, est-ce que au niveau de l'encombrement, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez la règle, vous l'adoucissez, vous la gardez comme telle? À vous de voir. Mais c'est toujours tous les MJ passent par là. Aussi, au niveau de l'équipement. Une fois que vous avez fini le personnage d'un de vos joueurs, il va avoir un nombre de lettres de change ou de dinars. Il peut en acheter son équipement avec. L'équipement est dans le bazar. Ne lui donnez pas juste les sous et dites-lui voilà, maintenant vous vous débrouillez. Non, montrez-lui les différents objets qu'il peut réacheter avant de commencer la partie. C'est toujours cool, il aura l'impression de pouvoir encore plus personnaliser son équipement. Et c'est une. Moi, dans les conseils qui sont pas sur le scénario, mais juste sur le début, sur la création. Dans création de perso, je fais partie des joueurs qui ont joué avant Artefact en tant que joueur. Donc moi, il n'y avait pas de legacy, il n'y avait pas tous ces trucs-là, et du coup, on avait des persos qui étaient un peu plus faibles d'ailleurs. Voilà. Vraiment, je suis une vieille personne maintenant. À mon époque, c'était mieux. Mais du coup, ce côté-là, maintenant, quand on laisse les PJ sur le site des Genesis faire des persos, il y a un peu un côté min-max pour les joueurs méta, mais ils vont un peu chercher les legacy, ils vont un petit peu. Les legacy, je sais pas à quel point c'est un moyen de créer un peu de roleplay ou d'étoffer un peu le perso, mais j'ai un sentiment que c'est quelque chose d'un peu artificiel et souvent ils vont chercher juste quelque chose qui leur donne des bonus qui sont très intéressants en méta. Maintenant, ma création de perso, moi, je leur donne juste plus d'XP. Je leur dis faites votre création de perso, tenez, prenez 100-150 XP selon ce qu'on va faire. J'adapte aussi le niveau parce que les campagnes sont très, très dures à la fin quand même. Et je me suis un peu débarrassé du système de Legacy en tant que MJ parce que je trouve que c'était une gymnastique intellectuelle un peu permanente de dire dans telle situation t'as ta Legacy qui proc sur son malus, donc voilà, ça je m'en suis un peu affranchi. Maintenant je l'utilise plus trop, je donne juste plus d'XP, comme ça les PJ sont contents, ils ont l'impression que je suis un cool guy, et puis ça suffit pour débuter une session tranquille sans trop de prise de tête, quoi. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui écoutent qui n'ont pas justement Artefact, etc. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Artefact, c'est un bouquin qui rajoute beaucoup de règles supplémentaires. Et effectivement, les Legacy, ça permet peut-être d'étoffer les personnages, mais je pense effectivement que si tu fais une partie, on va dire, avec des débutants, de l'initiation, etc., c'est pas forcément nécessaire, quoi. Alors que une fois, après comment dire, ça rajoute effectivement une petite couche de complexité. Je me dis comme ça, sans même parler d'un point de vue règle, tu vois, moi j'utilise pas Catharsis, mais potentiellement les legacy elles peuvent m'inspirer, tu vois, pour de la création de personnages et tout, ça marche quand même parce que c'est intimement lié au background des personnages. Et je pense que les legacy c'est un bon moyen de renouveler et d'ajouter de la profondeur à des personnages, potentiellement la deuxième fois que tu crées un personnage, tu vois, aussi. Alors que la première fois, déjà, t'as bien à faire avec ton archétype, tu vois, genre juste de comprendre ta place dans l'univers des Genesis et tout. Moi, les legacy, je les applique un peu dans les mécaniques qu'elles offrent, disant là tu dois faire un test de résistance, de force mentale pour voir si tu fais ou pas quelque chose. Mais ça va être une discussion avec le PJ, de dire tu crées tel perso, je pense qu'il serait comme ça. Ça c'est vraiment même l'après session 0, c'est quand on en discute presque en tête à tête avec le PJ. Mais j'ai pas envie que ça soit utilisé, parce que là sur les PJ que j'ai eu autour de mes tables, que j'ai eu en table virtuelle, ils sont tous allés sur je prends telle legacy parce qu'en fait elle est trop forte, ils lisent à peine le side effect, et en tant qu'MJ, j'ai pas envie d'avoir en tête en permanence oui, là je dois piéger mon PJ sur une legacy qu'il a pris. C'est pour ça, c'est vraiment pour simplifier, quoi. Mais tout ça pour dire qu'en fait là tout dont on parle, et après je pense qu'on refermera un peu sur le système, mais en gros il y a la possibilité de créer un personnage sur le site
de Genesis. Et alors, je sais pas, moi j'ai testé vite fait, tu vois, je sais pas à quel point c'est parfait et t'es sûr d'être dans les clous quand tu t'en sers, mais c'est relativement bien fait, quoi. En gros, en fonction de si tu valides, c'est un peu comme, pour faire simple, comme des dons de D&D, tu vois, qui ont des conditions, etc. Mais en gros, peut-être tu vas avoir une legacy. Tu peux l'avoir que si tu as, je sais pas moi, 4 points en physique, etc. Bah, en fait, le site, il va te montrer ce que tu peux prendre, ce que tu peux prendre, est-ce que tu as les conditions, tout ça. Il va check les prérequis si tu les as ou pas. Et... Après, c'est en anglish, encore une fois. Mais, et c'est pas. Et après, voilà, faut le transposer sur Foundry ou l'imprimer, tout ça. Et après, sur Foundry, dernier truc aussi, quand même, il y a un compendium. Ça, c'est important. Il y a un compendium, donc en fait, il y a tous les PNJ. Il y a tous les PNJ des campagnes et tout, grosso merdo, peut-être c'est pas du 100%, mais il y a quasiment tout. Et en plus, il y a la trad en français. Le compendium français est même mieux que le compendium anglais. Donc, et oui. Et du coup, j'ai une question. Nous avons Calion qui a traduit tout ça. Et du coup, t'as pas dit un truc, mais il y a tous les items aussi. Il y a tous les potentiels, tous les héritages. Et quand ton joueur te dit, alors, mon arme, c'est machin truc, il a une propriété spéciale, machin truc. Ok, juste donne-moi le nom et je vais lire. Et il donne le nom et tu le tapes dans la barre de recherche, tu le tombes tout de suite dessus. C'est un gain de temps incroyable qui en présentiel, bah tu peux pas trop le faire, sauf si. Alors, je connais certains MJ qui jouent avec Foundry d'ouvert en présentiel, mais juste pour cataloguer les fiches des PJ et avoir accès aux items facilement, quoi. Le gain de temps que Foundry, enfin que le compendium français notamment de Foundry donne est vraiment vraiment pas négligeable, et même sur ça, du coup, c'est encore un truc pour les nouveaux MJ à dire, faut pas hésiter parce qu'en fait, vous avez toutes les infos sur le logiciel et vraiment ça va bien se passer. Il y a les descriptions pour les PJ qui donnent un peu leur lore, qui donnent un peu leur état d'esprit. Donc là, franchement, ça c'est du caviar. Tiens, petite question vite fait d'ailleurs, pour être sûr, est-ce que ça je sais plus, parce que moi les trucs de Foundry je les avais trouvés sur Discord, mais ils sont sur le cluster, genre le compendium en français, tout ça. Alors le compendium, tu le trouves dans Foundry, directement. Tu tapes oui, c'est vrai, dans les add-ons, les modules que tu peux télécharger, tu tapes des Genesis français, FR, un truc comme ça, et puis tu as le pack que Calion il a fait, tu cliques sur download, et paf, c'est bon, tu l'as. Tu l'importes après dans ta partie, c'est super facile. J'avais un doute si c'était sur GitHub ou pas, mais ok. Donc alors, en gros, c'est pas compliqué à trouver. Ça l'est aussi sur GitHub, mais sur Foundry c'est le plus simple puisque tu as juste à cliquer sur télécharger et tout est bon. Et ça y est direct. Alright, bon. Catharsis, on en a parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a encore des petits conseils avant de passer à... Je pense pour moi, c'est le truc que j'aurais préféré avoir quand j'ai démarré des Genesis, des idées d'aventure de départ. Mais avant qu'on aille là-dessus, est-ce que vous avez encore des petits conseils un peu, on va dire, généraux qui vous viennent à l'esprit, etc. J'en ai un qui se fond avec le fait de faire un scénario. C'est la session 0 en fait. C'est comment est-ce qu'on amène ça à des PJ. Si on part du principe que c'est des PJ qui ne connaissent pas le lore, que c'est pas des gars qui ont lu tout et qui sont à moitié experts eux aussi, ou même MJ eux aussi. Comment est-ce qu'on présente, comment est-ce qu'on amène? Et moi là, mon truc, c'est de dire, faites pas jouer certaines classes, ou alors faites-le dans un contexte particulier, mais peut-être pas. Moi, c'est une erreur que j'ai fait personnellement en tant que MJ, c'est que quand je présente des Genesis, enfin quand je présentais, maintenant je fais plus comme ça, à mes joueurs, je leur mettais une douche de lore, mais hyper dense. Ah, il y a tel cul qui fait ça. J'étais à moitié en train de leur parler du métaplot, c'était n'importe quoi. Et à la fin, on se retrouve avec 4 mecs qui veulent jouer chroniqueur parce que la DA est absolument folle des chroniqueurs, sans comprendre réellement ce qu'est un chroniqueur, et en ayant un RP qui est à côté et qui en même temps ils sont frustrés. Enfin, maintenant je fais plus tout ça. Maintenant je leur dis, ben écoutez, on va faire un scénario. Le scénario, il va se passer tel endroit, peu importe l'endroit. À tel endroit, je vous propose de vous présenter la population qu'il y a et quels sont les PNJ, les cultes qui peuvent intervenir, ou les clans. Et voilà, on discute. Et donc, je leur donne un spectre très très réduit, 5 petits, avec clan compris, donc 4-5 cultes avec un clan ou deux. Je leur dis, voilà, vous pouvez jouer ça. Et c'est à peu près la dynamique de force, c'est à peu près la suivante. Ils s'entendent pas, ainsi de suite. Et à partir de là, j'ai pas à leur expliquer des trucs qui se passent ailleurs, des conflits ou je sais pas quoi. On est quasiment dans un huis clos en fait. Et je pense que pour démarrer, faut être dans un petit truc un peu resserré. Sinon, c'est
c'est pas possible, c'est presque pas audible d'ailleurs pour les PJ qui se prennent des tonnes d'infos. Oui, pour enchaîner sur ça, ne faites pas du lore dumping sur les pauvres joueurs. Vous avez une connaissance de l'univers, une fois que vous avez lu, hein, on a parti du principe avec Hugo que vous aviez lu les livres et tout, voilà, ça y est, voilà, vous avez envie maintenant de réunir vos joueurs et tout. Vous avez une connaissance de l'univers qui est grande, mais vous avez dû prendre beaucoup de temps pour faire ça. Ne donnez pas tout ça à vos joueurs. Donnez-leur le strict minimum qu'ils ont besoin pour comprendre, parce que ce sera déjà beaucoup pour eux. Parce que dans 2 semaines, quand il y aura de nouveau la deuxième session de Genesis, ils auront déjà tout oublié si vous leur donnez trop d'informations. Donc donnez-leur le strict minimum de leur culte, leur culture, leur concept. Et du coup, j'ajouterais sur le fait de limiter le culte, limiter aussi la culture. Pour moi, c'est important. C'est un peu difficile, par exemple, si votre campagne se passe en Purgaré, de dire qu'un PJ il habitait je sais pas moi, en Borca du Nord ou en Briton ou en Ibris-Panie. C'est un peu compliqué de trouver une excuse de qu'est-ce qu'il fout en Purgaré en fait. Donc essayez simplifiez-vous la tâche à fond. Hein. Ouais, simplifiez-vous la tâche en disant voilà, vous avez le droit, telle culture, telle culture, telle culture. Moi, je limiterai à une culture, genre ok, la campagne se passe en Franca, et bah du coup, vous pouvez que faire des personnages qui viennent de Franca. Et puis du coup, en Franca, il y a tel culte, tel culte, tel culte. Vous pouvez que faire tel culte, tel culte, tel culte. Ça va vous simplifier la tâche drastiquement, et il y aura moins de lore à donner aux joueurs qui seront très contents d'avoir quand même des options, mais pas tellement. Et bien sûr, sur les concepts, là, il y en a 22, vous laissez libre cours à leurs imaginations. Il n'y a pas besoin de limiter le concept. Et même si on est un peu short en termes de temps ou en termes de capacité à faire une session 0 correcte ou pas, moi, le fait de dire ça se passe dans telle région, il y a telle dynamique dans la région, et dans cette région-là, je vous propose de jouer les 3 pré-tirés que voici, qui sont peu importe, et en fait leur dire vous êtes tous les 3 membres de la résistance au hasard, un truc comme ça, culte ou clan, ça me paraît tout à fait valide, parce que là, on leur vend pas la grande histoire fleuve de 3 ans de jeu, comme on peut des fois le voir sur du D&D ou autre. On leur vend un petit scénario, mais on leur dit, ben voilà, on fait un petit scénario, c'est une séance ou 2, le but, ça va être le suivant, et allez-y, ce sont vos personnages, vous pouvez les reprendre après s'ils survivent, et puis ça sera très bien aussi. Hein. Ouais, bah... Alors, je pense qu'on va du coup, il y a plusieurs manières en fait de démarrer. Parce que là, je parlais de faire des starters et tout, et on voit déjà qu'il y a plusieurs manières de démarrer. Est-ce que je veux démarrer par un one shot? Est-ce que je veux démarrer par une sorte de mini campagne? Et donc on va avancer comme ça. Après, je reviens dessus. Un truc, moi que je m'étais dit aussi, c'est que effectivement, la première chose que j'avais faite quand j'avais démarré, c'était aussi d'expliquer tout l'univers. Parce qu'en fait, c'est normal, c'est le réflexe. Ouais. Parce que toi, t'es tellement content d'avoir lu que tu dis « Ah, j'ai trop envie d'avoir quelqu'un pour en parler !» Et donc, tu commences à tout raconter aux gens et tout. Et des fois, bah, t'as un joueur, il est chaud, tu vois. Moi, je me souviens très bien que sur ma table de 4 joueurs, il y en a un, il était en mode trop stylé et tout. Et genre, il était à fond dedans. Et même si j'ai pas rejoué avec lui depuis super longtemps, il se souvient très très bien. Ah, l'hospitalier, machin et tout, tu vois. Alors qu'on a joué 3 fois à des Genesis ensemble. Mais lui, ça l'a vraiment catch, tu vois. Ils ont un cerveau différent, tu vois. Et eux, leur cerveau, c'était on joue. Ouais. Pourquoi tu me parles depuis 2 heures là? Donc en fait, voilà, on est tous différents et il y en a qui vont être beaucoup plus enthousiastes sur le lore que d'autres, etc. Et en fait, le mieux, c'est d'essayer d'avoir, on va dire, je dirais un plancher, tu vois. Avoir un bon plancher, et après celui qui veut plus, tu peux lui donner plus. Et moi par exemple, ce que j'ai fait là récemment, c'est que je suis allé dans les PDF. En fait, j'ai découpé dans Primal Punk chaque morceau de culte et chaque morceau de culture. Dans Catharsis, j'ai découpé les équipements, parce que les équipements ils sont dans Catharsis, et j'ai refait un PDF hospitalier, un PDF chroniqueur, un PDF machin. Et en gros, je le mets un peu comme une sorte de base de données, tu vois, et ils vont le lire s'ils veulent, tu vois. Et genre t'en as, ils sont en mode trop bien, et donc ils lisent et tout, ils font ah c'est trop stylé machin, et il y en a d'autres, eux ça les intéresse moins, et à la limite ils lisent rien, c'est pas grave, et au mieux si c'est pas des grands lecteurs et tout, je leur dis vas-y lis quand même les 20 pages de ton culte, tu vois. Et après il y a aussi en petites ressources qui peuvent être filées si vous voulez donner des infos un peu au compte-gouttes ou à différents niveaux, quoi.
il y a un truc qui s'appelle Provider et Nourricier en français, qui est un scénario d'introduction. Et donc, il y a une partie un peu MJ et tout. Mais en fait, il y a quand même une partie au début où, en quelques pages, on présente les cultes et les cultures et grosso modo, c'est quoi des Genesis, quoi. En fait, vous pouvez, vous faire une petite bibliothèque de petits folios lore d'un petit sujet, quoi. Et les filer à ceux que ça intéresse. Mais pas genre... Je pense qu'effectivement, il faut éviter le truc. Vous venez chez moi pour une session 0, et en fait, la session 0, c'est même pas... Normalement, une session 0, c'est fait pour parler de ce à quoi on va jouer et être une conversation. Il faut éviter le côté, on fait une session 0, mais c'est pas une conversation, c'est un cours magistral. Voilà, c'est exactement ça. Mais du coup... Dans les trucs pratiques, vas-y. t'as les stéréotypes que je trouve sympa. Ouais. Et en fait, ça fait partie des rares trucs où je dis, vous pouvez lire ça, j'essaie de leur filer quand j'y pense. Parce que bon, ça donne un petit peu l'état d'esprit, quoi. Vu qu'ils peuvent pas être. C'est la grande difficulté pour moi de Genesis, c'est que c'est un univers qui n'est pas connu. Si je dis à un pote, on va faire du D&D, bon, il a vu le Seigneur des Anneaux, ça va. On va faire. Peu importe, même Warhammer, c'est connu quand même. Mais là, Genesis, si on veut expliquer le monde. Est-ce que t'as 5 heures, quoi. Ouais. Donc, c'est quand même vachement touffu, c'est vachement dur de le caler. Donc il faut réduire, et puis la page stéréotype qui est dans Primal Punk, elle est pas si mal pour donner l'état d'esprit lambda d'un petit mec de culte qui fait sa vie, quoi. C'est ça, en fait, je pense que contrairement à ce qu'on peut avoir tendance à croire, la difficulté, c'est pas les secrets. La difficulté, c'est de réussir à comprendre le monde dans lequel on est quand on commence à jouer. Et c'est pour ça que je pense vraiment restreindre le cadre, c'est le meilleur truc. Tu voulais dire un truc, Katsush? Oui, pour enchaîner, si jamais vous voulez aller plus loin, ça y est, vous avez vos PJ qui sont en train dans cette aventure, vous leur avez donné quelques petits bouts de lore, et puis vous voyez que eux ils aiment bien le lore, ils aiment bien ces trucs-là. N'hésitez pas à littéralement, comme a fait Hugo là, de prendre les pages du livre de Catharsis ou je sais pas quoi. Il y a souvent des petits indices, des fois, des pages entières où c'est juste du métaplot, mais avec c'est un peu un truc à secret, quoi. Même le MJ il lit la page, il faut quand même qu'il connecte ses deux neurones pour comprendre ce que c'est. Prenez cette page et vous trouvez une excuse dans votre campagne sur pourquoi est-ce qu'il tomberait sur ce document et donnez-leur. Et du coup vous avez presque même pas besoin de connaître le métaplot parce que vous avez juste leur donné ça. Ils vont essayer de comprendre, ils vont essayer de se dire mais mince c'est quoi ça et tout machin. Et c'est là en fait où Genesis devient Genesis pour moi. Parce que le risque de si vous mettez vraiment rien qui a à voir avec le métaplot, c'est que les joueurs se disent, et j'en ai déjà eu, ah mais c'est juste un univers de post-apo quoi. Et ça c'est vrai, t'as vraiment pas envie qu'ils disent ça. Il faut prendre ce qui est de Genesis qui est unique, les homodégenesis, la brûlure, tous ces trucs là qui sont ultra spécifiques au setting, il faut leur montrer. Si vous faites juste une histoire qui ressemble à toutes les histoires de post-apo, ils vont se dire c'était cool, mais on est dans un univers juste de post-apo quoi. Et c'est vraiment pas la conclusion qu'il faut avoir. Quand on joue à Genesis, il faut sentir que c'est un autre univers à part, qu'il est unique et qu'il a son propre genre. C'est pour ça que c'est Primal Punk d'ailleurs. Moi déjà je trouve que si on dit que c'est du post-apo, c'est déjà un post-apo qui est très stylé. Donc il y a oui, déjà. moi règle sur ça, je pense qu'on peut prendre du plaisir sans même aller dans le détail, sans même aller et on peut avoir des moments de vie, je pense extraordinaires, du RP très très bon, hein. Juste comme ça, on n'est pas obligé d'aller direct dans le plot. Moi, à titre perso, ce que j'aime bien faire, j'y arrive en général une table sur deux, mais ce que j'aime bien faire, c'est pousser mes joueurs à devenir curieux d'eux-mêmes. Moi, ma victoire, c'est quand j'ai un PJ qui m'envoie un MP qui me dit je peux lire. Tu m'autorises à aller sur le site lire un truc, ou qui m'appelle et qui m'envoie un message qui me dit telle chose, qui commence à me parler du plot, qui commence à avoir ses théories, parce que de ce que j'ai compris de la belle époque, quand les livres étaient en train de sortir, c'était l'effervescence côté joueur, c'était d'aller chercher le secret, c'était d'aller découvrir. Ouais, et ça, c'est un truc que j'essaye de simuler un peu avec mes PJ qui ont. Alors là, on est dans un stade bien plus avancé que la première séance, on est en train de dériver totalement, mais la première séance pour moi doit amener à ça après, doit amener petit à petit à des questionnements, juste en élargissant petit à petit. On part d'un clan, on part d'un village. Puis petit à petit, on élargit. Moi, je trouve que In the Blood, que la campagne à Lucatore est pas déconnante pour être une
une campagne qui arrive très tôt dans la relation avec les joueurs. Je trouve qu'elle implante vraiment des choses qui sont hyper intéressantes très vite. Et on est dans du médiéval, entre guillemets. Donc on n'est pas dans les gros plots, les gros trucs. C'est un petit village. C'est encore dans l'imaginaire, c'est encore quelque chose qui est tout à fait accessible. On n'a pas besoin d'une grosse description pour dire voilà, c'est un village. Oui. Ah, il y a des religieux, c'est bien. C'est quand même encore faisable. Je vous propose qu'on passe un peu justement aux idées de starter et en évitant éventuellement, même si comme tu viens de le dire, c'est possible de commencer par là, In the Blood. En fait, l'idée, pour être tout à fait transparent, l'idée pour moi, ce que je m'étais dit, c'est quand j'ai démarré Dead Genesis, j'aurais bien aimé avoir plein d'exemples de qu'est-ce qu'on peut jouer dans Dead Genesis. Parce qu'effectivement, au début, moi j'avais que Rebirth. Et ce qui est déjà un gros bébé. Oui, il faut le dire déjà. Mais et comme le disait Katsu tout à l'heure, il y a quelques, on va dire, prompts un peu, idées de vas-y, tu pourrais faire ça comme aventure dans Catharsis, le livre de règles, dans la partie MJ. Mais je me disais, moi, le premier truc que je me suis dit, et je l'ai vu, je sais que c'est encore le cas, puisque je le vois par exemple dans les commentaires des vidéos, etc. Il y a des gens, ils disent, je sais pas par où commencer. Il y a trop de possibilités, trop d'informations, trop de machin. Et donc là, l'idée, ça va être de dresser une liste plus ou moins extensive de pitch. Vas-y, tu pourrais jouer ça en fait. Tu vois, au lieu de penser à tout l'univers et tout, tu pourrais jouer ça. Comment le dire en français? Self-contained. Je sais pas comment dire. Tu vois, c'est un univers. T'es pas obligé. T'as pas besoin de faire une campagne qui va de prévoir la campagne qui va durer pour les 3 prochaines années à venir, comme on disait, et qui va révéler tous les secrets. Non, toi tu veux raconter une histoire stylée qui durera, je sais pas, 4, 5, 6 séances, peu importe, et puis t'en relanceras une autre, au bout d'un moment, peut-être tu te diras, ah vas-y, là j'ai envie de faire une campagne plus longue. En gros, qu'est-ce qu'on peut faire déjà de relativement court? Et donc, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. Et comme t'étais un peu parti sur cette lancée Vertigo, je propose de commencer par une approche qui serait, je dirais, mini sandbox sur un lieu. Parce qu'en fait, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, cette approche. C'est-à-dire que au lieu de présenter l'univers, etc., on va choisir un endroit où on se dit, ah là, il y a un potentiel d'avoir un casting relativement varié et potentiellement jouer des factions un peu en mode powder keg, tu vois. Il y a plusieurs factions et au bout d'un moment, ça va péter. Et est-ce que vous avez des idées comme ça un peu d'endroits qui peuvent être sympas? Oui. Moi, j'en ai une que j'ai pas fait, mais je le regrette presque. J'espère retrouver une table de nouveau pour le faire. C'est faire jouer une campagne à Lucatore, qui n'est pas du coup In the Blood, mais qui est avant. Le temps, la durée avant, ça serait à voir avec la durée qu'on peut faire passer. En fait, juste, on fait des événements, un groupe d'apocalyptiques qui essaye d'installer un nid, qui est chassé, on peut jouer des anabaptistes. Déjà, juste prendre quelque chose qui existe déjà et qui est pour le coup bien cartographié et bien mis, c'est prendre la ville de Lucatore, dire dans la ville de Lucatore, déjà il y a plein de choses qui se passent. Et en plus il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses politiques qui se passent, donc si on veut juste prendre un lieu pour prendre un lieu, moi ça me paraît sympa de se dire, tiens, il y a un lieu qui est bien fait, dans lequel il y a un événement qui va se passer dans le futur, donc en plus c'est un peu gratuit pour faire la transition, ce qui est un peu une difficulté dans des Genesis, c'est que les scénarios sont des fois espacés géographiquement et temporellement de manière un peu vénère, et pour justifier le fait de remettre un PJ, la plupart du temps, soit on fait un reroll, on impose un reroll en disant tu peux pas jouer ça là-bas, et il y a tel clan, tel culte qui joue. Soit on se tire un peu les cheveux en quatre pour dire bon ok, ton apocalyptique, oui, il est à Lucatore par chance, voilà, il y va comme ça. Donc moi, la ville de Lucatore me semble assez bien détaillée, assez sympa. Dans les scénarios dans une idée de faire un petit sandbox, ça peut être une ville qui est bien sympa à utiliser, avec les tensions politiques qu'il y a et le racisme envers les Gémitans. Ok, ce que je vous propose, c'est on fait un tour, chacun, on donne une idée, chacun le tour, jusqu'à ce que ça nous fasse chier ou qu'il y en ait trop et qu'il soit 3h du matin, d'accord? Ça marche. Donc à toi, Katsu. Alors moi, mon idée, c'est donc vous êtes une équipe de cultistes. Alors plutôt de verjusticiennes, donc de Borca, peut-être un chroniqueur, un hospitalier, mais des gens qui veulent partir à l'aventure, qui sont engagés en fait pour aller explorer la barrière de glace, car un chroniqueur aurait trouvé dans un fragment du flux l'information selon laquelle il y aurait un endroit sous la glace qui détiendrait toutes les graines de l'ancien temps, tout plein de nourriture, de trucs qu'ils ont voulu garder, que les anciens trouvaient très important de garder,
et donc ils veulent le retrouver, et votre équipe est envoyée avec de l'équipement dans la barrière de glace pour essayer de retrouver ce trésor perdu. Alors, vous allez pouvoir traverser le désert Stukov, qui sera déjà la première épreuve. Donc, niveau sandbox, là, le MJ est complètement libre de créer qu'est-ce qui se passe sur le voyage. Il peut rencontrer justement le clan Stukov. Ils peuvent se faire attaquer par des scorpions. Puis après, ils arrivent dans la barrière de glace. Ils peuvent aussi peut-être rencontrer des pictons. Donc, les ennemis, vous en allez avoir tout plein. Rien que le climat sera un ennemi. Le froid. Les conditions climatiques horribles, et puis après, derrière, à vous de voir comment vous voulez finir cette mini-aventure. Est-ce que finalement les PJ arriveront à le trouver? Est-ce que c'était qu'un mythe? Ou est-ce que le machin est tellement profondément dans la glace qu'en fait, même s'ils prenaient 15 années, ils n'arriveraient pas à aller jusqu'à ce bunker? À vous de voir, la fin est un peu ouverte, si vous voulez une fin plutôt désespérante ou plein d'espoir. C'est à vous de voir, mais je trouve que c'est assez stylé. Ouais, ça peut être pas mal. Moi, j'avais pensé à un moment donné un truc, une idée un peu à la Frostpunk. Je sais pas si vous voyez ce jeu vidéo Frostpunk où en gros tu construis un truc dans la glace et tout. En gros, c'est jouer sur une timeline plus ancienne. Tu vois, genre tu reviens quand même pas mal avant 2595, je ne sais plus. Tu reviens en arrière et en gros tu joues une des premières communautés qui est fondée par un dormeur, tu vois. Un truc comme ça, parce que la première cascade. Ici, potentiellement la première cascade, genre un truc qui a foiré, tu vois, un truc qui finalement n'aura pas grand lien avec autre chose au final, et parce que si vous avez lu Primal Punk, oui, vous savez quand même qu'il y a les pneumanciens, Nulpelia, etc. Il y a eu un peu des villes comme ça, genre des sortes de villes industrielles qui ont été créées à certains moments. Et on peut très bien imaginer qu'une ville comme celle-là, il y en a eu d'autres, tu vois, qui sont devenues, qui se sont effondrées, qui ont échoué, tu vois, un peu en mode cité-état. Et j'imaginais bien un truc à la Frostpunk comme ça, en mode on joue potentiellement tu peux carrément jouer la révolution des pneumanciens ou des trucs comme ça, tu vois, et le jouer à un autre endroit potentiellement, tu vois, pour moins se sentir la charge de devoir retransmettre exactement ce qui s'est passé dans le lore. Le pitch cité-état avec guerre à l'intérieur, différents clans qui sont en fait différentes classes sociales, je trouve qu'il est assez cool. Il y a un délire que je me suis dit qui pouvait être drôle à jouer, c'est que si c'est un endroit un peu isolé comme ça, tu peux aussi avoir la première prise de contact. Toi, t'as un clan isolé qui sait que dalle, avec par exemple Justicienne qui le découvre, tu vois. Un truc comme ça. En gros, te mettre dans la peau des clanistes sur lesquels le monde de Genesis va tomber, tu vois. Ouais. Ceux qui sont impressionnés par les chroniqueurs et par exemple, ouais. complètement manipulés. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça, c'est un réflexe qu'on a dans le jeu de rôle. Classiquement, c'est de dire moi je joue le héros. J'aurais tendance à dire qu'une petite intro à des Genesis, c'est faire des clanistes dans un village, leur faire jouer une demi-heure, trois quarts d'heure leur vie d'aller chercher de l'eau, je sais pas quoi, et d'un coup il y a 3 dieux chroniqueurs qui arrivent pour introduire un peu au lore et qui branchent des enceintes. Qui branchent des grosses enceintes pour faire le début de partie, puis voilà. C'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, c'est montrer l'envers du décor de ce qui est d'habitude le jeu de rôle, qui consiste à être un héros vaillant qui sauve le monde, qui... En fait, non, t'es un mec normal et tu te fais complètement dépasser par les événements. Ou pas, tu vois, finalement, un dormeur solo, il peut, si tout le monde se retourne contre lui, tu vois, il a peut-être quelques mecs mimetized à ses ordres, tu vois, mais toi... Tu vois, un peu en mode Snowpiercer, tu vois. Genre, on va faire tomber le mec qui est tout en haut de la chaîne alimentaire, quoi. Est-ce que pour continuer le tour de table, tu vois, pour essayer de garder un peu une structure, est-ce que Vertigo, du coup, t'as une nouvelle idée? Alors moi j'ai le classique, ouais, j'ai tout ce qui va se passer dans Arms finalement. Là c'est plus qu'une idée. On joue des cochons. C'est une volonté que j'ai eue sur mes tables précédentes. Ça a marché pour une table un peu moins. C'était de laisser une liberté aux joueurs en disant voilà, donc on est à Arms, il y a un juge, on peut l'appeler Aldebert si on est coquin, mais voilà, il y a un juge qui vous donne une mission et cette mission c'est de sauver sa fille qui a disparu, et on peut se rendre compte au fur et à mesure que cette fille n'a pas disparu, mais qu'elle a eu surtout une envie de rébellion et de liberté, qu'elle est allée voir des apocalyptiques. Dans le scénario que j'avais fait, je l'avais vachement étoffé, et donc le juge Aldebert au début, je l'avais fait partir à Féropol.
qu'on peut joindre sur une campagne qui, alors j'étais en train de vérifier, la campagne, la chute de Féropol est dispo sur le cluster, donc si jamais vous voulez joindre avec cette petite campagne qui est pas trop mal, c'est possible. C'est une campagne en huis clos, la chute de Féropol, donc elle est un peu dans cet état d'esprit-là. On en apprend un peu plus sur la brûlure, des variantes de brûlure, les apocalyptiques, il y a des juges, c'est moins fantastique entre guillemets, au sens il y a des monstres, de la technologie, tout ça, mais c'est un peu une tranche de vie dans une ancienne prison. C'est pas mal. J'avais laissé la liberté sur ça. Autrement, on peut jouer le juge et Lapi. Moi, j'avais mis un petit trick dans le juge et Lapi, c'est que j'avais fait jouer la nuée qui avait kidnappé, entre guillemets, prétendument kidnappé la fille. J'avais dit que c'était une nuée, alors je sais plus quelle nuée j'avais pris. J'avais pris une nuée vachement puissante, genre de truc qui a rien à faire dans un village perdu de Borca. Et en fait, non, c'était juste d'anciens esclaves qui se sont libérés et qui, pour essayer de survivre, se faisaient passer pour une nuée puissante pour qu'on vienne pas les chercher ni les embêter. Et comme mes joueurs étaient un peu innocents et vachement avec la volonté héroïque de sauver la fille, se sont retrouvés un peu dépourvus quand ils se sont rendus compte que la fille était là de son plein gré, que les mecs c'était pas tant des caïds que ça, et que finalement la vie est plus compliquée dans des Genesis que de juste il y a des méchants, il y a des gentils. C'est pas comme ça que ça se passe dans des Genesis. Il y a quasiment que des zones grises, à part 2-3 sociopathes. Il y a beaucoup de sociopathes quand même. Hein. Non, mais oui, ils sont pas que 2-3. Attention. Non, mais oui, mais globalement, c'est, enfin, Jay-Z, je trouve, tourne autour beaucoup de rancœur, d'amour, de déception, de choses comme ça, et ça me permettait moi de leur montrer, vous voyez, c'est pas parce que quelqu'un est prétendu kidnappé qu'en fait ça l'est. C'est pas ça, c'est pas que ça. C'est des fois il y a des gens qui veulent être libres. Comme ça, Armes, en fait, c'est une ville qui est quand même un peu plus définie dans Justicienne, parce qu'en fait il y a la ville, le scénario. Ce qui est drôle, c'est que le scénario, le juge, sa fille et la pie, il a été créé avant la sortie de Justicienne, je pense, par quelqu'un qui a juste dû voir, tu sais, sur la carte le nom Armes, et se dire vas-y, je vais faire un truc à Armes. Et en vrai, effectivement, au-delà de... En fait, Armes, c'est quand même assez gros. Armes, c'est une ville où il y a la plus grosse réserve de viande de Justicienne. Parce qu'en fait, ils produisent du cochon et ils font 70% de la viande de Justicienne. Et donc, en plus, il y a un peu des... Vous pouvez intégrer un truc là-dedans, dans Armes, en mélangeant avec le scénar, là. C'est que comme il y a plein de cochons, les apocalyptiques, ils amènent des cadavres pour que les cochons, ils les mangent, tu vois. Si vous voulez, vous pouvez essayer de connecter la pie et tout avec le truc des apocalyptiques à Armes, parce que du coup il y a moyen aussi de jouer sur le fait que le juge il sait que les apocalyptiques ils font bouffer des trucs, ils amènent les donc il doit ça justifie aussi, tu vois, qu'ils doivent faire en sorte que l'affaire soit résolue le plus tranquillement possible et que potentiellement les deux camps ils aient des leviers d'information l'un sur l'autre, tu vois, genre les apocalyptiques ils font si vous forcez la fille à partir, nous on a des infos comme quoi le juge, ça fait des années qu'on vient faire manger nos cadavres chez lui, tu vois. Enfin, il y a moyen de faire des trucs comme ça, tu vois. Katsu, une idée? On est parti au nord avant, ambiance exploration. Je reste sur le thème de l'exploration. On va en Corse, endroit qui a particulièrement été développé dans The Killing Game. Vous jouez des apocalyptiques qui sont tous sur le même bateau de pirates. Et vous jouez sous le drapeau de la Nuée Noire. Et l'objectif va être de amarrer et d'attaquer un navire néo-libyen bien gardé. Mais si vous arrivez à prendre en otage le néo-libyen, récupérer les marchandises et à revenir à Corse, Calypso sera très fier de vous et vous donnera une grosse partie du butin. Pour faire clairement un mini one shot, quoi, une soirée. Ça, je suis sûr, c'est faisable en une soirée. Et en mer, quoi, ça sort complètement de. C'est aussi ça un truc que je trouve fou, c'est des Genesis. En fonction de là où tu places ton aventure, mais tu joues à un autre jeu en fait, complètement. Donc là, clairement, ambiance pirate. Et pareil, si vous voulez, vous pouvez switch carrément. Vous aimez pas les apocalyptiques, bah justement, faites jouer les néo-libyens, les fléaux qui sont sur le navire, qui viennent, je sais pas moi, de Toulon et qui ils essayent de revenir à Tripoli. Et bah sur le chemin, ils sont attaqués par des pirates, ou voire même prendre en otage par ces pirates. Et maintenant, ils doivent s'en sortir. Comment font-ils? Voilà. Alors ça, je trouve que c'est un truc que si jamais là ce qu'on raconte ne donne pas
la flamme du scénario pour des MJ qui auraient un peu peur de se lancer. En vrai, on peut aller sur la map membre de Genesis sur le site, ping une map au hasard, et il y a quand même des infos dessus qui sont, enfin une ville au hasard, et il y a quand même des infos, c'est un peu touffu, il y a les clans, il y a plein de choses. Donc ça aussi, on peut juste se définir en disant, ben moi j'ai envie de faire jouer... j'ai envie que ça soit un tel endroit du monde parce que je l'aime bien ou parce que je sais qu'un de mes PJ est originaire de là-bas ou de telle ville en France. Ça peut être aussi un petit clin d'œil rigolo de. Ah, il y avait un site, alors je sais pas si on trouvait, il y avait un site sur le Discord qui avait été ping qui permettait de faire du Google Maps avec une DA de Oui, il y est toujours. Il y est toujours. Ça c'est rigolo aussi à faire. Faut connaître un peu plus personnellement ses joueurs. Mais quand le joueur il se rend compte que c'est sa ville natale ou si c'était un truc que j'avais prévu de faire avec des amis d'enfance avec qui j'ai joué, dire voilà, notre ville natale, je vous la fais en DA des Genesis. Et bon, bah, l'église elle est là, le supermarché il est là, et ça c'est la place du marché. Et c'est encore mieux quand ils savent même pas que des Genesis ça se joue en Europe du Nord. Parce que moi c'était le cas, j'avais essayé de faire un groupe où ils connaissaient pas le pitch de des Genesis en entier. Ils savaient même pas que c'était en Europe du Nord, dans le futur, post-apo, tout ça, ils savaient rien du tout. Ah, quand ils ont remarqué qu'ils étaient en France, c'était incroyable. Comment ça, la Tour Eiffel? Il y a des marées partout. Ouais, exactement. Un truc aussi que je trouve cool à jouer. Enfin, en fait, il y a des endroits. Alors, moi, j'adore les films genre de guerre, tu vois. Genre Band of Brothers, des trucs comme ça. Et je trouve que dans Dead Genesis, il y a vraiment des trucs à jouer comme ça. Alors, en Franca, c'est un des plus simples. Si t'as The Killing Game, tu peux jouer la résistance, les combats contre les ferromanciens. Enfin, genre, t'as vraiment plein d'ambiances différentes. Tu peux jouer en mode la résistance, donc vraiment quasiment. T'es en mode Première Guerre mondiale, tu vois. Genre, t'es en mode. C'est juste la course à l'armement contre un ennemi qui renaît tout le temps, tu vois. Tu peux vraiment jouer un truc un peu sur le front et tout. Il y a les combats dans l'Adriatique aussi. Tu peux vraiment jouer un mix spitalier, claniste purgan et anabaptiste contre les Géamétans et jouer sur les deux tableaux. Bon, là, ça devient peut-être un. Jouer sur les deux tableaux, ça peut être un peu compliqué pour une première partie. Mais je pars un peu loin. Mais en vrai, il y a vraiment ça peut être un vrai truc. Il y a vraiment un truc, tu vois, en 5-6 séances facile à jouer on est sur le front, tu vois, et tu joues quelques mois sur le front jusqu'à ce que les gens ils se retirent du front, tu vois, par exemple. Et là, tu peux jouer plusieurs types de missions. Et il y a du monde à montrer, en fait. Tu vois, tu peux montrer plusieurs factions sur ces fronts-là assez rapidement, quoi. Hein. Par exemple. Un petit Altaïr sauvage sans trop de soucis. Ou Aries. Là, c'est la. Ça, c'est le boss de fin, ça. Ça, c'est la gloire si tu croises un Aries. Mais oui, moi, dans ce que tu as dit là, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. C'était le côté. Moi, je voulais faire jouer l'après Easy Blood, quelles sont les conséquences, et faire jouer peut-être un peloton helvétique qui y va, des choses comme ça. Mais de manière générale, Genesis se prête très très bien au fait de jouer les conséquences des actes. En jouant un reroll d'autres persos qui ont subi les actes des premiers, et de voir que on a cru être le héros, mais en fait, attends, Guerre Adriatique, pour ça elle serait superbe. On joue un petit peloton, un petit mélange, comme tu as dit, sous les ordres d'un Altaïr qui combat un Aries, peu importe. On peut se faire un truc fantastique, hyper badass, super sympa. La séance d'après, tenez, vous êtes les enfants des soldats morts. Ou vous êtes les Géamétans, tu vois. Vous êtes les enfants des Géamétans morts. En plus, les Géamétans se prêtent très bien à ça, parce que le côté famille et la hiérarchie familiale des Géamétans est très précise. Je pense que quand tu joues le deuil avec une hiérarchie comme ça, patriarcale, très, très vénère, ça doit être quelque chose à... faut connaître ses PJ, là, par contre. Mais... Tu joues le deuil d'un Izaki, tu vois, et tu dois jouer la revanche, tu vois. La revanche de l'Izaki qui se relève. Carrément. On n'a pas trop parlé de l'amorce d'homodégénie dans nos... Enfin, si, un peu quand même avec Harm, en soi. Mais on n'a pas parlé d'une campagne où il pourrait clairement y avoir un homodégénésis comme menace imminente. Donc vas-y, je te laisse la parole. Non, mais en plus c'est une campagne qui est hyper connue, mais c'est qu'en gros, moi quand je fais un petit starter de campagne, et dedans j'ai la pile minuteur que je trouve très sympa. Parce que le fait... Alors faut faire attention, parce que la pile minuteur, à la fin, il y a un enfant homodégénésis fraîchement muté, quoi. Et c'est aussi un peu le plot de In the Blood avec Vical. Si on enchaîne les deux, il y a un peu un côté
Ah, oui, Altaïr, il a perdu un enfant. Oui, tu es sûr qu'il est vraiment mort cet enfant? Parce que quand même, j'en ai vu un il y a pas longtemps, il était pas super. Donc ouais, faut juste faire un peu gaffe à ça. Bon, après, ça peut avoir l'effet inverse, hein. On peut se dire, mon MJ, il est pas assez con pour enchaîner les deux, jamais ça sera le plot. Moi, voilà. Mais bon, en soi, c'est un petit scénario qui est tout simple. Un groupe d'aventuriers, peu importe la raison. Moi, je conseille de restreindre ça à des gens à des PJ qui vont avoir peu de connaissances. Des hospitaliers qui sont dans des très bas rangs, qui sont vraiment juste à aller faire une petite reconnaissance, qui ont été envoyés une petite mission de rien du tout, des petits appos, parce qu'il y a, voilà, qui vont dans un village d'apocalyptique où il y a un peu de trafic, c'est pas très méchant, c'est pas du grand cartel, c'est plus des clanistes qui sont des chasseurs, c'est un petit village qui survit, voilà. Et dans ce village, du coup, dans le scénario, il y a une fille qui est muette, qui est très réservée, qui a un comportement assez particulier, où on peut voir quelque chose ne va pas, mais ça c'est pas censé, faut que ce soit avec des joueurs qui ont peu de connaissances sur cette partie-là du plot. Il y a des meurtres, enfin du moins il y a des disparitions, des personnages qui meurent, et au bout d'un moment on se rend compte que c'est la petite fille qui en fait cache en elle un futur monstre, une future abomination, le démurge peut-être, et qui contamine et qui tue les clanistes et les apocalyptiques qui ont couché avec sa mère, parce que sa mère est une pie, donc une prostituée dans le lore. Et ça permet de mettre en avant un peu une petite enquête un peu sympa qu'on peut étoffer plus ou moins comme on veut. Donc ça peut être une idée. Alors là, c'est un pré-scénario, on peut l'adapter autrement, mais mettre en avant les homos de Genesis, on peut le faire en se disant on va faire une chasse. Donc on joue vraiment des préservistes, quoi, ou peu importe des anabaptistes qui viennent aussi donner un coup de main ou d'autres cultes. Mais je pense que c'est être un peu, se rendre peut-être un poil plus hommage à ce qu'est des Genesis, de dire je le fais en mettant en avant l'horreur du quotidien parce que ce qui moi d'ailleurs quand j'étais enfant me terrorisait dans les films zombies, c'était de me dire mes proches peuvent être contaminés. Ben là c'est pareil, c'est la même mécanique en fait on peut être contaminé, on peut se transformer aussi. Et ça peut être quelque chose d'assez sympa. T'avais une idée en tête, toi, particulièrement de... Oui, c'est celle que je fais actuellement en fait. Donc, Ok. nous dirigeons en Pologne les errances éternelles, où vous allez faire jouer des personnages, et donc vous dites qu'ils se réveillent, qu'ils se sont fait évanouir par je ne sais quoi, et qu'ils se réveillent ligotés, entourés de clanistes tribaux qui chantent. Devant eux, un trou avec à l'intérieur le Xar. Donc, ce amas de chair avec des dents, des crocs un peu partout, un truc horrifique quoi. Et ils peuvent rien faire, on est en mode cinématique. Alors si vous voulez leur laisser une chance, hein, vous pouvez, mais bon, il y a tellement de clanistes que bon, ils ont aucune chance. Ils se font pousser à l'intérieur du Xar, et vous leur décrivez que bah voilà, ils pensent qu'ils vont mourir, que c'est la fin, ça y est, déjà. On vient à peine de commencer 5 minutes dans la campagne, que c'est déjà terminé. Mais non, ils se réveillent, émergeant de bourgeons de chair, dans une forêt avec des motifs fractaux. Ils savent pas pourquoi ils sont là. Ils se sentent un peu changés, mais pas plus que ça. Très léger. Et ils se regardent, ils sont tout nus, tous. Un peu ambiance Jardin d'Éden, Adam et Ève qui se reconnaissent en tant que tout nus, quoi. Et votre équipement que vous aviez pourtant acheté, récupéré à la création de personnages, eh ben c'est toujours les clanistes qui l'ont. Et donc maintenant les PJ vont devoir survivre. Donc là c'est clairement une campagne, enfin une aventure sandbox où il n'y a pas vraiment de suite, entre guillemets, il n'y a pas un scénario très très précis, juste ils doivent survivre, retourner, le plus logique c'est qu'ils doivent quand même retourner vers ce camp de clanistes et essayer de récupérer leur équipement. Alors comment, à eux de voir, à eux de trouver, il faut que le MJ leur tente des perches quand même pour rendre ça un peu plus logique pour eux. Et du coup il y a aussi tout ce côté intrigue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce gros truc qu'il y avait dans le sol qui était gigantesque? Et aussi, ça peut être cool de voir qu'il y a d'autres personnages qui auraient pu avoir le même traitement que les PJ. Et donc là, clairement, on va être plus sur de la survie et une enquête en même temps. Et il peut y avoir plein d'homodégénésis en pollen, hein, des biokinésistes, il y en a tout plein.
Donc niveau ennemi à présenter, ça peut être super cool. Je conseille de faire la campagne près de Danzig, un bastion hospitalier, comme ça si jamais vous voulez faire en sorte que les PJ sachent après avoir récupéré leur équipement vers où ils vont, mettez un hospitalier à l'intérieur du groupe et l'hospitalier il sait que pas très loin il y a Danzig et que là-bas c'est safe. Du coup ils peuvent se diriger vers là-bas et là-bas vous pouvez faire peut-être une nouvelle aventure dans laquelle ils apprennent plus de choses sur le Xar, sur les bêtes sporulées, plein de choses comme ça. Peut-être un truc important sur les premiers scénarios, focalisez-vous sur une seule mécanique, un seul thème clé, quoi. Parce que on a vite fait de se perdre. Peut-être pas commencer à mélanger Homo de Genesis avec du Sleeper, avec de la géopolitique, un peu de flux par-ci par-là. De toute façon, ça va être difficile. Parce qu'en vrai, ces trucs-là n'interagissent pas quotidiennement ensemble. Donc en vrai, en fait, là, c'est même pas pour les joueurs, c'est même pour soi. C'est difficile. Enfin, tu pars vite dans un truc ultra un peu gonzo, tu vois. Genre, t'es en mode, ouais, cette fois-ci, je vais tout foutre. Bon, c'est compliqué de trouver de la crédibilité. Attends. Ce que je vous propose, c'est de continuer un peu comme ça. Mais cette fois-ci, en essayant de trouver vraiment du one-shot. Genre, parce que tu vois, tous les trucs dont on a parlé, à mon avis, demandent quand même une petite session 0. Potentiellement, enfin, ou pas. Hein. Tu peux aussi faire des pré-tirés et tout. Mais moi, je partirais en mode one shot avec pré-tirés, genre tous du même culte, en une soirée, etc. Et comme c'était mon tour, je vais commencer. Et je vais pas faire hyper original. Je vais proposer Augure of Pain. Donc, Augure of Pain, c'est un truc qui se trouve sur le cluster, le site dont on a parlé plusieurs fois là, qui est en français. Donc, ça, déjà, c'est un avantage. Et en gros, ça consiste à jouer. Alors, on peut le jouer dans le cadre d'une campagne avec d'autres personnages, etc., etc. Mais je trouve que le mieux, c'est de le jouer tel quel. Ça ressemble vraiment à un scénario de Alien, même au niveau de la progression, etc. Ça ressemble en termes de montée en tension et tout. Donc, par exemple, si vous avez joué comment ça s'appelle ? Du Alien en fait. Je sais pas pourquoi je me pose la question alors que c'est littéralement du Alien, le jeu de rôle Alien. Il y a un côté un peu semblable dans l'idée. 4 helvétiques. Donc 4 soldats, c'est facile de s'imaginer, j'ai jamais joué à des Genesis, je connais pas l'univers, de s'imaginer soldats. Vous leur expliquer 2-3 trucs en plus, genre leurs balles sont très très limitées, ils doivent faire attention à pas foutre toutes leurs factions dans des conflits politiques, donc ils doivent faire attention aux décisions qu'ils prennent, etc. parce qu'ils sont des représentants des Helvétiques durant leur mission. Et en fait, le scénario, il est assez progressif. D'abord, on marche dans la forêt, donc ça permet de discuter un peu entre PJ et tout. Ensuite, on arrive vraiment sur un truc typique Alien. Alors, je sais pas si je dis one shot, mais c'est peut-être en deux séances mini quand même. Ça dépend c'est un poil long. Ça dépend. Je pense que si tu veux vraiment le jouer en one shot, tu cut un peu les trajets en fait, tout simplement. Tu peux le faire pour direct à la forteresse initier plus vite quoi. Mais ouais, après t'arrives dans un avant-poste, il y a pas de lumière, tu dois regarder à l'intérieur et tout. C'est encore une fois très alien. Tu finis par découvrir un peu ce qui se passe et à la fin. Potentiellement, ça dépend de la capacité des PJ à survivre et à aller jusqu'au bout. Ils peuvent aller jusqu'à rencontrer un Homo de Genesis. Le seul truc, je dirais, où il faut faire un petit peu gaffe, c'est avec qui vous jouez. Faut quand même. Le scénario, il est très trash. Enfin, il y a des décisions morales et cornéliennes assez hardcore, donc. Faut juste prévenir les joueurs à l'avance que c'est du Alien plus quand même. Parce que t'as des histoires avec des gamins et tout, tu vois, tu sais pas trop si tu dois les tuer ou pas. Bon, après, ça c'est des Genesis de base. Ouais, je trouve que c'est des... Après, il y en a plus que d'autres, je suis d'accord. Mais moi, je conseille au MJ de dire attention, des Genesis, c'est trash. C'est très trash. Oui, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, comme là, on parle vraiment d'un one-shot où tu racontes rien de l'univers, tu vois. Ah oui, d'accord. Je pense. Première séance, oui. Ouais, voilà, en gros, t'invites tes potes, tu dis, ça vous dit, on fait un jeu de rôle et tu leur fais jouer ça. Faut juste à l'avance qu'ils sachent que c'est un peu de l'horreur. Mais il y a un côté très Cthulhu et tout, tu vois. Mais en fait, justement, c'est ça. C'est que faut pas, à mon avis, vendre des Genesis comme du Cthulhu parce que Cthulhu, c'est de l'horreur cosmique. Là, il y a vraiment du body horror, des trucs. Enfin. Tu vois, tu peux jouer des trucs plus soft dans des Genesis que Augure of Pain, clairement. Moi, quand j'ai lu Augure of Pain, je me suis dit, ah oui, genre, par rapport à In Thy Blood, je trouve ça beaucoup plus trash parce qu'en fait, tu peux te retrouver dans une position où toi, en tant que PJ, tu sais plus trop si t'es le gentil ou le méchant du tout. Ouais. Puisqu'il y a des enfants un peu tarés. Mais bref, vous lirez le scénario de toute façon. En tout cas, il est super cool, je trouve. Si on doit aller en one shot sur des trucs très serrés, la découverte d'un Sleepers, vraiment le
un bunker, découverte d'un bunker, sleeper, c'est quasiment, entre guillemets, s'il se réveille, quasiment mort obligatoire, ou enfin du moins survie compliquée, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment, si on, en tant que PJ, on me l'a fait en one shot en tant que PJ, et ça m'a accroché tout de suite. Le fait, j'ai pas d'infos sur le jeu, enfin pas grand chose du moins, on m'a expliqué un peu, mais vite fait. Je sais même pas que c'est réellement dans le futur. J'arrive. Je vois qu'il y a un décalage technologique, on avance dans le bunker avec on affronte des mecs qui sont tout pâles, je sais pas ce qu'ils foutent, ils ont des flingues, nous on n'a jamais eu de flingues, enfin, c'est la misère, on avance, on avance. À la fin, il y a un sarcophage chelou avec, parce que moi je comprends être de la cryo qui s'ouvre, et un mec ou une nana qui sort, complètement différent, qui a du mal à se remettre les idées au clair et qui nous pose des questions auxquelles on peut pas répondre parce que c'est complètement anachronique pour nous. Et moi, ça a vraiment été un vrai moment de joie en tant que joueur. C'est d'un coup, me demande où on donne que des réponses style Borka ou voilà, des mots qui n'ont pas de sens pour cette personne. Et d'un coup, je lui dis, je sais pas où on est, mais par contre, je peux te dire qu'on est en 2500 et quelques. J'espère qu'il fait OK, bah alors c'est bon, dès qu'il s'en va. Et je fais, ah OK. Donc là, j'ai compris par les interactions mon MJ a réussi à me faire comprendre qu'en fait on était dans un futur qui est enfin que moi je suis dans le futur mais que la personne avec qui je viens de parler a une vraie déconnexion de ma timeline à moi et vient vraiment du passé. Et cette découverte des sleepers, alors après on peut aller plus loin que les sleepers même, mais cette découverte-là d'un peu de la cascade, ce genre de choses, je pense que ça peut tenir en one shot parce qu'il y a un côté huis clos qui est immédiat. Hein. Il n'y a pas d'autre endroit, on peut pas se perdre à gauche à droite. Découverte de 2-3 blafards, on les fait un peu affaiblis, on les fait un peu le bunker en fin de vie, quoi, le bunker qui va mal. Et ça me fait une séance qui je pense tient vraiment 3-4 heures. Donc moi, mon idée de one shot, ce sera donc des prix tirés de Ferrailleur. Point bonus si vous arrivez à faire jouer Forgeron, Eisenhower, les Ferrailleurs comme ça, qui sont un peu légendaires. Et le but, ce serait un peu de faire jouer l'histoire qu'ils ont eue avant 2595. Donc toutes les péripéties qu'ils ont pu avoir avant. Donc la péripétie en question, ce sera, ils sont engagés par un chroniqueur pour aller chasser une chose qu'il appelle Amzumo, mais alors qui pour eux ne leur dit absolument rien. Il leur donne un plan du machin que vous pouvez faire dans la vraie vie d'ailleurs, ça pourrait être cool si jamais vous arrivez un petit peu à dessiner et tout. Et l'endroit précis qu'il cherche, donc l'existence de l'Amzumo. Parce que pour le chroniqueur, s'il arrive à récupérer l'existence d'un Amzumo, il va pouvoir voir tout ce que l'Amzumo a vu dans le passé et tout. Donc pour lui, c'est une source d'information incroyable. Vous envoyez vos PJ à la chasse de cet Amzumo. Vous faites en sorte que l'Amzumo, ils peuvent pas y arriver tout de suite. Ils vont peut-être avoir des petits ennemis, peut-être des Gendos qui vont leur sauter dessus et tout pour un peu les affaiblir. Jusqu'à ce qu'à la fin, ça y est, on a l'Amzumo devant nous. Il lui manque peut-être un bras. Il a un point faible au niveau de son réservoir. Voilà, faites pas en sorte que le combat soit complètement impossible à gagner, parce que les Amzumos sont très difficiles à vaincre. Mais là, si vous avez des joueurs qui sont là pour faire du combat, peut-être qu'ils viennent un peu de D&D et tout, souvent ils veulent ça, vous leur balancez cet Amzumo là, ils le butent, et une fois qu'ils l'ont buté, est-ce qu'ils vont donner finalement cet artefact qu'ils vont pouvoir récupérer aux chroniqueurs et avoir plein de sous, plein de richesses et tout, ou est-ce qu'ils vont réussir à comprendre, donc là ça serait bien dans les pré-tirés de mettre un ferrailleur qui connaît un peu les artefacts pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est en fait que l'existence de cet Amzumo. Et donc là, ils ont un choix à faire à la fin, un dilemme, qui peut ensuite, du coup, aux prochaines sessions, si jamais il y a une prochaine session, on peut faire la suite de ce qui s'est passé. Peut-être que le chroniqueur, du coup, va être enragé que les joueurs n'ont pas voulu leur donner l'existence, et du coup, maintenant, il y a des occulteurs qui les pourchassent. Enfin voilà. C'est un petit scénario très court, 3 heures c'est plié, peut-être moins même, que j'ai fait en convention et qui a très bien marché. C'est marrant que tu aies cette idée parce que je m'étais fait une idée un peu pareille en mode Amzumo. En mode, tu joues des jeunes fléaux qui font leur rite d'initiation, ils doivent retrouver un esclave dans la jungle, tu vois. Un truc comme ça. Ouais. En mode 300, tu vois. Ils doivent retrouver l'esclave. Sauf qu'ils tombent sur un Amzumo. Sauf qu'ils tombent sur un Amzumo dans la jungle et que c'est des enfants, tu vois. Donc là, tu peux vraiment jouer. Ouais. Et potentiellement, tu vois, peut y avoir le délire de si on veut survivre, en fait,
l'esclave il doit nous aider, tu vois, pour qu'on survive tous. Et genre, Ouais. sauf que si on ramène à la fin, bon, déjà tu peux juste échouer, tu vois, faut garnir de lieux intéressants, de cachettes, de trucs et tout, hein. Bien sûr, mais le nœud du truc, c'est quand le Hamzumo est sur toi, t'as peut-être besoin de l'aide de l'esclave, qui lui est peut-être un spitalier ou un helvétique, tu vois, genre un mec qui en réalité, même si là il est à poil, il sert juste c'est juste ton game, ton gibier, tu vois, pour le rituel, peut-être il va pouvoir t'aider à t'en sortir. Si t'arrives à t'en sortir, est-ce que tu le laisses partir? Mais si tu le laisses partir, t'as raté ton rite initiatique. Bon, encore une fois, je crois que j'aime bien les trucs trash avec des enfants. Là, c'est l'inverse. Mais Et ce qui est super intéressant, c'est de faire jouer l'esclave à un joueur, du coup. aussi, Là, ouais. on rentre. Ça fait super drôle. Enfin, je trouve que c'est super drôle. Ouais. Mais du coup, sinon, en mode idée beaucoup plus simple, moi j'adore l'idée aussi de jouer des enfants. J'ai un problème avec les enfants ce soir. T'as un problème avec les gamins, toi. Mais en vrai, je trouve que Ferrailleur, c'est super bien aussi, comme point de départ. Et jouer un groupe de souris, tu vois. Genre, en fait, Ouais, genre, tous les joueurs, ils jouent des souris, donc des enfants qui sont tout petits, un peu comme... bah, moi, je suis du Nord-Pas-de-Calais, tu vois. Donc, tu vois, les enfants dans la mine qui peuvent aller à des endroits où les adultes, ils peuvent pas aller. Et oui, j'ai grandi à cette époque. Non, pas du tout. Et... En 50. ça. Et tu joues que des souris avec un contremaître qui est un gros connard, tu vois, un blaireau, bah, littéralement un blaireau pour le coup, ou un renard ou un truc comme ça, genre qui est méchant avec eux, tu vois. Au début, tu leur fais un peu subir le truc et tu les amènes dans une ruine où là, ils peuvent trouver des trucs, peut-être qu'ils peuvent se permettre de se retourner contre leur tortionnaire ou trouver l'opportunité de s'échapper, tu vois, de leur chef qui est un connard, quoi. Un truc comme ça, je trouve que ça peut être rigolo. Globalement, tous les scénarios, là c'est plus une idée globale, mais tous les scénarios, on peut créer un huis clos avec un dilemme moral. Je trouve que c'est du caviar pour des Genesis parce que ça donne la marque de ben, on va continuer à jouer après. Et ça va être ça un peu tout le long et ça va s'empirer parce qu'après il y aura des conséquences qui dépasseront juste le PNJ, ce sera des conséquences sur des villes ou sur des vies, des vies tierces, mais mettre en avant quelque chose en disant bah tiens ça, c'est un dilemme moral dans un huis clos, toujours efficace, on peut vraiment le faire en one ou two shot, je pense, sans que ça soit trop galère, ça paraît bien. Alors moi j'ai envie de parler quand même de l'éléphant au milieu de la pièce qui est Embargo, qui est censé être, alors je sais pas si c'est officiellement fait pour être un scénario d'intro one shot. Ah, si. Ouais. Ouais, c'est censé être un C'est celui one qui est dans shot. Catharsis, hein, ouais. C'est un Oui, one oui, shot. ah oui, voilà, c'est le scénario qui est à la fin de Catharsis où il y a Ouais, Ferblantier qui nous montre que prendre des stéroïdes c'est cool. Ne faites pas ça. Et je sais pas s'il est censé être fait en one shot ou pas. En one Alors, shot. je trouve que pour un scénario d'intro, il est super compliqué à faire. Il est un peu bancal, faut vraiment le retravailler si tu veux le faire rentrer. Si jamais moi je tiens enfin, j'ai un peu un truc complétionniste de ben moi je veux faire tous les scénarios qui existent et comme il est dans le livre de base j'aime bien le faire jouer quand même parce que comme ça je dis au PJ ben vous avez fait tous les scénarios qui ont été créés par l'auteur et qui ont été créés par la team. Ma version d'embargo que je modifie, souvent ce que je fais c'est que soit je fais une jonction avec les scénarios d'avant et je fais en sorte que le Godet qui est le lieu où se passe Embargo devienne un lieu, une sorte de hub central quoi, un endroit où les PJ vont pouvoir prendre du repos au fur et à mesure. En fait, entre les sessions, je leur dis vous retournez au Godet, vous vous reposez, il y a la servante qui vous nourrit, qui vous heal un peu, ce genre de choses, qui fait que quand l'événement d'embargo, qui du coup l'agression et le possible mort des gens qui habitent ce petit relais, ce petit croisement, ça va toucher les PJ, on pourra aller sur Embargo, il y aura un peu de sens à Embargo, parce qu'Embargo est un peu, il y a des trous dans le sens que peut avoir Embargo, ou tout simplement, je fais jouer les occulteurs méchants, ce qui est beaucoup plus direct, puisque je fais jouer du coup Boîtier, les gens qui sont sous les ordres de Boîtier, et là c'est très simple, c'est trois occulteurs vénères, pré-tirés, masque sur la tête, Spec Ops, on y va, et là du coup, j'explique moins au PJ, je leur dis, tu rentres là, tu sais que tu dois interroger quelqu'un, je simule la présence d'autres PNJ qui sont censés représenter les PJ dans la timeline normale, donc je les fais battre contre des inconnus, devoir tuer des inconnus, et ensuite ils arrivent à faire avouer pion, on va dans le vecteur, si on respecte les stats, on se fait tabasser par Ferblantier, et puis voilà, ça leur fait un petit donjon, ça leur fait un petit event dans un labyrinthe.
Le labyrinthe, moi ce qu'on conseille, si vous le faites sur Foundry, prenez le temps, refaites-le, faites un vrai labyrinthe, faites pas juste en narration comme ça, parce que ça peut valoir le coup d'avoir une vraie interaction avec une map, et ça, je trouve que ça va vraiment mettre en avant le piège de faire Blantier. Mettez bien les Gendos qui les traquent, et puis en fait c'est un petit scénario sympa, qui est du coup de l'autre côté de ce qui se passe normalement. C'est que là, on va jouer les méchants, entre guillemets, même si je suis pas persuadé qu'ils savent qu'ils sont méchants. Encore une fois, le bien et le mal, c'est un concept qui est un peu éloigné de l'univers. Et donc, voilà, vous êtes sous les ordres de Boîtier, qui est sous les ordres d'invalidation, et vous faites le sale boulot. Et après, vous pouvez gérer derrière sur une petite conclusion. Soit vous mourrez, soit je pense qu'on peut décider que Ferblantier s'enfuit, ou meurt, on peut tuer Gaïa, on peut avoir plusieurs fins comme ça, avec un Boîtier qui nous félicite. On a bien tué tout le monde, on est bien des petites saloperies. Bravo à vous les gars, vous êtes les meilleurs. Mais globalement, ça c'est... j'ai pas envie d'ouvrir ce sujet, parce qu'en fait, ce sera sûrement pour un autre podcast, mais je peux pas m'empêcher de le dire. Je trouve que globalement, la manière dont sont écrits les scénarios de Genesis, entre guillemets... Alors, ils sont écrits les campagnes et tout sont écrites d'une manière très particulière. Je vais pas m'étendre là-dessus. Mais des fois, je trouve que tu as gagné à retirer des PNJ et entre guillemets, à faire prendre le rôle de ce PNJ par un de tes PJ. Parce que donc bien sûr, c'est plutôt des PNJ périphériques, j'ai envie de dire. Mais des fois, tu vois, tu as un PNJ qui est prévu comme étant l'assassin, qui fait un truc, mais au final, après, il sert pas à grand-chose, etc. En gros, des fois, le scénario, les PNJ, ils sont déjà tellement impliqués et ils font déjà tellement avancer le scénario sans l'investissement des PJ que c'est soit tu changes des trucs ou comment dire, tu déplaces l'enjeu en fonction des PJ que t'as et tout. Soit tu peux carrément virer des PNJ qui font des trucs cool et faire en sorte que ce soit plutôt au PJ de les faire. Je pense par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, à Inside Blood, où finalement, un personnage comme, pour ceux qui l'auront lu, un personnage comme Papa Chico, pour moi, il est relativement optionnel. Là où si il y a plein de cultes où on se dit, comment ils vont être dans l'intrigue d'Inside Blood, en fait, il y a certains cultes, ils ont à gagner à tuer Altaïr. Et donc, à partir de ce moment-là, ça peut être un des moyens de faire rentrer les PJ où on savait pas trop comment les faire rentrer dans cette intrigue-là. Et je trouve que l'idée... Ça peut même être une séance première, ça. Ouais, et je trouve que du coup... Mission d'assassinat. L'idée là d'embargo de dire, c'est vous les occulteurs, c'est tellement plus fluide, c'est pareil, tu vois. Genre, être les mecs qui arrivent et qui réalisent... En fait, des fois, ce qui peut être un peu compliqué dans le Genesis, c'est t'as un assortiment de culte dans ton groupe, et t'as un peu le côté on est des aventuriers, on sait pas trop pourquoi on est là, et on est censé résoudre des problèmes, et ça colle pas du tout à des Genesis, en fait. Et si je bouge un orteil, je peux déclencher une guerre. Ouais, voilà. Donc t'as la pression aussi. Donc c'est vrai que cette approche-là, vous êtes les occulteurs, je trouve ça cool. Moi, je l'avais fait en mode vous êtes tous des ferrailleurs, mais c'était il y a trop longtemps, je me souviens plus. Mais je trouve que c'est un bon moyen de faire embargo. Est-ce que t'as un truc encore, toi, Katsu? Oui, j'ai un dernier petit one-shot avec un dilemme moral à la fin. Direction Librispani, Salamanca. Je m'inspire de la campagne dans laquelle je suis joueur. Vous êtes un groupe de hospitaliers qui sont envoyés du coup vers Madrid ou n'importe quelle ville de Guerreros finalement. Et la Campeadora vous donne la mission d'escorter un groupe de filles, alors soit une fille ou un groupe de 2-3 filles, direction une montagne pour aller voir la femme de la montagne. Alors bien sûr, les hospitaliers n'ont aucune idée de qui c'est cette femme de la montagne ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on leur a dit, c'est que on va bien les payer si jamais ils réussissent la mission. Donc ils les escortent, sur le chemin, hop, vous mettez quelques petits ennemis d'amorce, peut-être des léperos, des fléaux, peut-être par exemple des Africains, puisque c'est un peu, en Ibrispanien, on est un peu en guerre africain versus Ibrispanien. Et une fois qu'ils ont arrivé tout ça, ils arrivent enfin chez cette femme de la montagne qui se révèle être en fait un Homo de Genesis, prégnostique, qui est capable de voir dans le temps, dans le passé et tout, c'est un truc complètement fou. Si vous les faites jouer dans la distorsion, vous pouvez carrément leur montrer des failles temporelles et des trucs qui ne font aucunement sens. Ça peut totalement les bouleverser. Et à la fin, ils ont quand même ce dilemme. Est-ce qu'on laisse les filles avec les Homo de Genesis? Est-ce qu'on se bat contre l'Homo de Genesis pour essayer de le vaincre? Ou est-ce qu'on fuit? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Et ce qui serait quand même cool, c'est qu'ils comprennent aussi que
les filles vont recevoir en fait un pouvoir, quelque chose quoi, qui va bénéficier en fait l'Hispanie. Le dilemme moral, il est aussi dans le fait que ah oui, ben là actuellement les Européens ils s'allient avec des homodégénésis parce que si on le fait pas, on perd contre les Africains et on va se faire esclavagiser en fait. Et donc en tant que Spitalier, c'est incroyable parce que Spitaliers sont censés se battre contre les homodégénésis, contre la Morse. Et donc là, il y a clairement un dilemme moral en mode, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe Et ça, je trouve que tous ces questionnements montrent vraiment qu'est-ce que c'est des Genesis. Ils vont peut-être mourir, ils vont sûrement mourir, mais mais c'est pas grave. Au moins c'est cool, tu vois. Et voilà. Dans les trucs qui peuvent être sympas, si on sait qu'on a derrière l'envie, alors c'est peut-être pas un premier scénario à faire, ça, c'est peut-être un truc de quand on a une table qui tourne un petit peu et qu'on a déjà fait des one-shots ou des two-shots, ça peut être d'introduire le passé de la famille de Fernex. Du coup, ça introduit un perso, parce que Fernex, alors moi, dans ma version de Lucatore, j'ai inventé des mythos de ouf pour que Fernex ait du sens, parce qu'en réalité, c'est juste un mec qui est dans une cabane, enfin, c'est juste un mec, mais il est de la forme, mais moi, je lui ai inventé un passé de sorte de famille commune avec Altaïr, ce qui fait que Altaïr avait le rôle de protecteur de la ville et Fernex avait le rôle de protecteur de la forêt, tu vois, ce truc un peu mytho comme ça pour dire comment ça se fait que ce mec il reste là malgré tout ça. Mais en fait, Fernex, si tu lui fais jouer son passé, bah, tu fais jouer du coup ses parents et sa famille qui se fait décimer. Tu peux avoir un truc de t'as un Fernex enfant, toi tu joues les adultes et tu fais juste une track à l'homodégénésis qui se passe comme souvent j'ai l'impression qu'il se passe assez mal. Et ça te permet d'introduire dans un petit scénario que tu fais durer une soirée en mode one shot très rapide, ça te permet d'introduire un des persos de la campagne que tu feras jouer après. Et ça donne beaucoup plus de corps et beaucoup plus d'âme à ce PNJ que je trouve fabuleux. Moi, j'aime beaucoup, qui des fois manque un petit peu de profondeur dans sa introduction. De donner un background plus étoffé à des PNJ qui sont plus charismatiques et super bien dessinés. Et la DA est folle. Je pense ça fait déjà un beau podcast. Je finirai juste en disant, en fait, ce que je m'étais dit, moi, de dire au début et que j'ai oublié de dire, c'est que je trouve que globalement, quand je veux faire découvrir le jeu de rôle à des gens, etc., je leur fais souvent jouer du Cthulhu, des trucs comme ça. En fait, l'horreur, c'est assez accessible. Enfin, je trouve que c'est plus facile à jouer en première intention que, tu vois, des trucs politiques ou des trucs familiaux où tu as besoin de plus comprendre les liens entre les personnages, etc., pour vraiment profiter de la saveur et tout. Et donc, souvent, moi, ce que je fais, c'est des huis clos. Enfin, je faisais ça beaucoup avant, quand j'initiais des gens. Et en fait, dans Dead Genesis, il y a vraiment un potentiel de trouver plein d'endroits où tu peux faire plein de huis clos différents, avec plein d'ambiances différentes. Entre des bunkers, des nids de machin. Déjà, tu peux renouveler le plaisir avec chacun des types d'Homo Dead Genesis. Ah oui, ça, c'est trop cool, ça. Tu peux faire tout ce qui est autour des sleepers, etc. Et il y a plein, comme c'est post-apo, t'as plein de possibilités, tu vois, je pense même des trucs d'horreur, on va dire un peu plus simples, genre tu descends dans un des bateaux qui est au large d'Aquitaine pour aller chercher un artefact au fond d'un freighter, tu vois, qui est coulé. Tu peux faire des trucs assez claustro, des trucs comme ça. Et ça, finalement, c'est les mêmes ressorts, peu importe l'univers, hein, grosso modo, et ça marche toujours pour des one-shots, je trouve. Donc voilà, ça peut aussi donner des idées. Il y a un truc dans lequel on n'a pas parlé, qui sont les maraudeurs aussi, qui sont parmi les entités à présenter. Et dans Primal Punk, je crois, t'as la scène où t'as One Leg, Aspera. C'est dans Catharsis. Ah, c'est Catharsis. Ouais. Où t'as Aspera qui, du coup, littéralement suce le sang des adversaires. Cette scène-là, qui dure pas très longtemps, je pense qu'elle rentre aussi en one-shot. Et ça permet de présenter un truc. Tu peux même jouer les chroniqueurs qui accompagnent le gars qui se fait démonter. Et ça présente une entité folle, quelque chose. Et ça amène au plot, ça amène à plein de choses.
C'est vrai que ça, c'est Donc, bien ouais, aussi. ça- C'est un autre truc. Hugo avait déjà fait, je crois, un truc comme ça. T'avais pas lu un truc sur non, sur justement dans le livre sur des néo-libyens ou un truc comme ça, et que t'avais trouvé le pitch un peu cool, et du coup tu l'avais modifié pour faire ta propre ton propre petite histoire. Oui, oui, c'est vrai que ça, c'est aussi un truc qui peut être pas mal. C'est vous lisez Primal Pug, vous vous dites waouh, il y a trop de trucs trop stylés et tout. Et souvent, le blocage, après, ça va être qu'est-ce que je raconte là-dedans? Il y a tellement d'infos et tout. En fait, il suffit de prendre un bout du livre et tout comme tu peux remplacer Papa Chico par un de tes PJ dans In Thy Blood, tu peux prendre une des nouvelles du livre, là, une des petites histoires du livre, et te dire bah les PJ vont juste jouer ça en fait. Et en fait, maintenant le travail, alors c'est sûr, c'est pas complètement MJ débutant friendly, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as déjà joué à d'autres jeux de rôle, etc., en fait, tu fais une sorte de rétro-engineering. Tu prends la petite histoire qui est racontée, tu fais c'est quoi les éléments de cette histoire et tu les utilises pour faire ton scénar. Tu vois, je pense par exemple, tu vois une histoire là au pif. Pour présenter les ferrailleurs, il parle d'une ferrailleuse qui est toute seule et il y a des marques partout qui disent que les autres ferrailleurs sont déjà passés par ici et qu'il n'y a plus rien à trouver. Et à la fin de cette histoire, elle tâte le sol et elle finit par trouver le trésor. Bon bah voilà, ça c'est une mise en scène super cool. Tu prends juste des ferrailleurs, tu les envoies dans un endroit, on leur a dit il y a un artefact de ouf à trouver. L'endroit il est déjà truffé de... Enfin, quand ils arrivent, déconvenus, apparemment il y a déjà plein de ferrailleurs qui sont passés ici, il y a peut-être déjà des ferrailleurs, c'est leur territoire, ils ont leur caverne d'ours des cavernes et tout, et tu joues ça, tu vois. Et en fait, t'as 300 pages de petites histoires comme ça. Et au pire, tu vas même sur le site des Genesis, tu vas dans les stories, tu prends une story, tu fais ok, on va jouer ça. Genre là, je lisais, je sais plus, le truc à Santiago avec des apocalyptiques qui font du trafic d'enfants. Bon, ben, tu dis, tu fais un truc tout con, tu vois, tu dis c'est des juges. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est des juges vraiment zélés qui sont carrément partis du protectorat, tu vois, pour mener l'enquête jusqu'au bout. Ils sont en purgare, ce qui est assez rare, tu vois, normalement dans des Genesis, mais tu t'en fous parce que t'es là pour faire du jeu de rôle et tu fais ce que tu veux. Et tu dis, voilà, en gros, on est des keufs et on doit bosser sur un trafic d'enfants, tu vois. Et c'est simple à comprendre, même si tu connais pas du tout des Genesis. Et je pense que le truc qui est, qu'on a pas mal souligné là, enfin qui peut étonner, mais qu'on a bien souligné, et je trouve que c'est quand même pas mal, c'est que là on disait, tu vois, tu peux te dire, tu vas faire ta première partie avec un maraudeur, avec un Homo de Genesis et tout. Je pense que c'est la bonne approche. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'à la fin du one-shot, les gens vont se dire ah, il y avait quand même un truc, comme on le disait au tout début, c'est pas juste du post-apo, tu vois. Et après, là, une fois que tu auras fait tes petits one-shots et tout, en campagne, tranquille, tu vois. En fait, t'as joué les mecs qui ont croisé un maraudeur, mais on va pas continuer à jouer ces mecs-là, en fait. C'était juste pour jouer la rencontre des maraudeurs qui, dans une campagne normale, n'aurait peut-être jamais eu lieu, tu vois. C'est ça l'avantage des one-shots. Tu peux aussi faire des spin-offs, tu vois. Une fois que t'as commencé ta campagne, tu fais des one-shots qui montrent des trucs que tes PJ vont pas voir, tu vois. Je trouve que c'est un bon moyen d'explorer et de se faire le kiff vraiment des Genesis en tant que MJ, sans vouloir tout mettre dans une campagne avec... Il y a des dormeurs et des homos des Genesis, ils sont tous dans la même ville. Tu vois. Ouais, là, première rue, c'est un maraudeur. Deuxième rue, ouais, bah non, première salle du donjon. Mais tu vois, sur ces trucs-là où en fait, il y a peu de chances de survie, on va pas se mentir. C'est là où pour moi les pré-tirés c'est fabuleux parce que les PJ qui viennent d'autres jeux, notamment D&D, ils ont l'habitude d'avoir une feuille perso qui vont chouchouter, ça va être leur petit bijou. Ils vont la garder 7 ans de leur vie et le truc il va monter niveau 12, 13, 14 avec des Genesis, tu meurs quand même un peu plus vite, surtout si tu as prévu un scénario où tu croises des trucs un peu balèzes. Leur faire un pré-tiré, ça les permet tu les envoies au casse-pipe et puis tant pis, c'est un pré-tiré et puis quand ils feront une campagne qui est censée durer plus longtemps, là ils feront leur perso bien comme il faut, tout beau qu'ils aiment beaucoup et ça ils seront pas tristes de les voir mourir au bout d'une demi-heure sur un one shot où tu savais déjà que tu les envoyais en enfer, quoi. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des fois jouer son personnage comme une voiture volée. C'est-à-dire qu'en gros, elle est pas à toi, tu vois. Ouais. Donc tu t'en fous de la péter. Enfin, genre en mode GTA, tu vois. Et c'est un peu le même principe en tant que MJ. Quand tu fais un one-shot sur un des thèmes que tu ne verrais pas traiter en campagne parce que ce serait trop huge, bah c'est jouer l'univers de Genesis un peu comme une voiture volée, tu vois. T'as le droit de jouer toi aussi ton petit truc avec le maraudeur, tu vois. Tu mettrais dans ta campagne, ce serait la galère totale dans ton one-shot. Tu pourrais presque même faire jouer... tu peux partir très loin, tu vois. Tu dis, il y a un des joueurs, il va jouer... le icebreaker, tu vois, et les autres ils jouent des gargantis, tu vois, on s'en fout, tu vois. Pourquoi pas, bien sûr. C'est comme une sorte de mini, comme si tu avais créé un petit bout de multivers, tu vois, à côté de ta campagne peut-être un peu plus terre à terre. Comme ça, tu fais profiter à tout le monde du truc, quoi. Et ça permet aussi de passer au-delà du truc que
Alors après, ça c'est peut-être moi, mais ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast. On va essayer de clôturer quand même. Mais ce truc aussi, tu sais, d'être le MJ qui doit faire de la rétention d'informations, tu sais. Genre tout le temps en mode ah non, il faut pas lire, et les PJ qui disaient ce qu'on peut lire et tout. Moi je suis en mode profitez de, enfin après ça regardera chacun, mais je suis en mode moi je kiffe trop des Genesis, alors autant que vous en profitiez aussi quoi. Genre tu vois, ce serait dommage que genre j'empêche mes joueurs d'apprendre des trucs sur l'univers. S'ils veulent rien savoir, ça les regarde, ils peuvent se dire je veux rien savoir pour avoir toute la découverte, je veux pas être spoil, mais moi je vais pas les forcer à pas se spoil, tu vois. Je suis en mode, faites-vous plaisir. Et comme ça, en plus, ils pourront avoir potentiellement la compréhension à un moment donné d'une scène, tu vois, le foreshadowing, tu vois. Genre, ah, mais ça, c'est le truc c'est le symbole de Goussef, tu vois, je dis n'importe quoi. Et ça leur mettra les chills, tu vois, ils seront en mode, ah, on va jouer ça, tu vois. Moi, c'est un de mes objectifs avec mes PJ, c'est qu'à un moment donné, ils se disent, non, mais en fait, moi, je vais lire, tant pis, je vais lire le livre, je vais lire les 2 premiers livres. Là, il y en a un qui m'a demandé, je lui dis, vas-y, c'est bon. Me lis pas Killing Game parce qu'on va y aller dans pas longtemps et qu'il y a 2-3 trucs qui sont un peu plot, un peu gimmick, j'ai pas forcément envie que tu le saches avant. De connaissance, ça va te gâcher du plaisir. Mais par contre, vas-y, explose-toi tout le lore, mets-toi bien, tu m'appelles, on en parle. On communique la passion, c'est la passion, ça. Donc, non, moi, j'ai trop envie que mes PJ ils lisent les livres, qu'ils soient intéressés, premier degré, qu'ils aient envie de se faire spoil des trucs du métaplot et on y va. Hein. Ouais, j'ai eu l'effet inverse, j'ai eu un PJ qui, je lui ai dit, mais j'ai eu un PJ qui avait eu de trop grandes ambitions dans la campagne. Il m'a dit, moi, mon chroniqueur, il va redémarrer le stream. Je lui ai fait, oulalalala. Oula. Non, t'es pas dans le bon univers. Et il m'a dit, ouais, mais j'ai quand même envie de faire un truc où j'apprends comment finalement on redémarre le stream. Ok, bah peut-être que au fur et à mesure des campagnes qu'on fera et tout, les diverses campagnes, et ben peut-être que t'auras une idée de comment. Et sinon, va lire. Et il m'a dit, non, j'ai pas envie d'aller me spoiler parce que j'ai envie de l'expérimenter à la table avec tout le monde, sans savoir et avoir les révélations. Et je lui ai dit, ouais, mais c'est chaud quand même. Enfin, je veux dire, moi, je vais pas faire une campagne où vous allez redémarrer le stream. Enfin, en soi, on pourrait, mais c'est tellement irréaliste. Et il y a tellement de choses qui sont inclus là-dedans que je lui ai clairement dit, mais non. Donc ouais, n'hésitez pas à dire juste à vos PJ s'ils sont clairement là-dedans, d'aller lire le plot et tout. Et peut-être que s'ils sont assez sympathiques, un jour, c'est eux qui feront la campagne et vous qui serez le joueur. Ça, c'est quand même magnifique. C'est ça. Ah, et leur laisser la liberté de leur investissement en fait. Et n'hésitez pas à mettre des PP Discord des Genesis, du RG, des trucs comme ça. Qui font... non mais en vrai, j'ai un PJ qui a fait ça. Il a fait une recherche Google de ma PP Discord, qui est du coup un membre du RG. Donc il s'est un peu spoiler à la gueule, mais c'était bien parce qu'il a été curieux et moi je pense que c'est le premier truc qui fait kiffer des Genesis, c'est quand on est curieux. Quoi. Je mets les messages subliminaux, tu sais, des fois. Genre un jour j'ai mis la signature de 2 puissance 16 et quand il y a un de mes joueurs qui a compris que c'était la signature de 2 puissance 16, il est en mode waouh trop bien. Mais ouais, n'hésitez pas à jouer avec vos PJ et tout, c'est comme ça en fait que vous allez les titiller, vous allez les teaser comme ça, et ils vont en vouloir plus. Moi j'ai des joueurs qui me supplient de faire des séances tellement l'univers ça les rend accros quoi. Et si vous êtes accro à l'univers, vos joueurs le seront aussi, donc pas de panique. C'est un gros morceau des Genesis, mais avec les petites graines de scénario qu'on vous a donné, là t'as 3, vous avez tous les outils à votre disposition pour préparer un petit truc sympathique qui vous prendra pas trop de temps et qui vous fera énormément plaisir en tant que MJ et qui, on l'espère, fera également plaisir à vos PJ. Alright, et ben ça fait déjà un bel épisode et il y en aura d'autres. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que si vous êtes encore là à nous écouter, que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Merci Katsu, Vertigo. J'espère que vous aussi ça a été pour vous. Et puis un plaisir. Bonne soirée. Débat dans les commentaires, quel est votre maraudeur préféré? Voilà, faut pas hésiter. Hein. Ah oui, c'est pour l'engagement, c'est très important. C'est pour l'engagement, c'est pour le but. Ciao les gars, et à une prochaine.